You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Ça, j'ai vu un peu les cercles d'or. Les cercles d'or, c'est ça? C'est un regroupement un peu de personnes. D'entrepreneurs du Québec, puis justement, on cherche des ambassadeurs là, pour que porte-parole du groupe et tout ça. Je sais pas si t'es dedans, mais je pourrais t'inviter, là, étant donné que. Ouais, non, je suis pas dedans en fait, mais tu sais, j'écoutais puis je trouvais qu'il y avait des bons sujets de conversation. Puis je connais pas le background de tout le monde, mais tu sais, j'imagine que vous êtes tous dans l'entrepreneuriat, soit vous avez des business ou. Ben, on est trois, on est quatre, en fait, on a trois qui ont une business, il y en a un qui se démarre. Puis, on est tous dans des domaines différents. Ben, il y a Olivier qui est dans le marketing aussi, donc je travaille aussi dans le même domaine, mais il offre des services un peu différents. Donc, puis il y a Alexandre finalement qui a une entreprise, il vend des serviettes méditerranéennes. Des Futa que ça s'appelle. Fait que c'est quand même cool. Puis Mathieu, dans le fond, lui, il veut se démarrer une entreprise des jeux mobiles et des jeux de société, MH Games, pour la santé mentale et tout ça. Mais tu sais, on a décidé de se regrouper, puis en fait, à chaque mardi ce soir, on va faire un autre live. On s'entraide des fois pour des contrats, puis on fait juste parler, on share un peu notre knowledge de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, puis c'est quoi nos challenges. Essayer d'inspirer, en fait, c'est une communauté de jeunes entrepreneurs qu'on veut créer, puis faire une relève de tout ça au Québec. Ah non, je trouve que c'est vraiment sharp, puis en tout cas, moi je le vois. Au courant des années, veux pas, je travaille quand même beaucoup avec des jeunes, que ce soit dans l'enseignement en patin, dans mes employés justement au Copper Branch ou au gym sont tous jeunes, soit ils viennent de sortir de l'école ou sont comme à leur deuxième emploi. Quel âge en moyenne environ? Je te dirais, écoute, en moyenne ça doit être à peu près 18, 19 là. Ça varie. L'enseignement, je peux enseigner de tout jeune, là, comme 10 ans à 25 ans. Là, ça dépend vraiment des endroits où je vais. Là. Puis là, tranquillement, je fais de moins en moins d'enseignement en patinage artistique. Veux pas, ça prend beaucoup de temps, là, les deux business. Là. Puis on pourra en parler, mais de passer de 1 à 2, c'est comme recommencer à 0. c'est super compliqué. De 2 à 3, supposément, c'est moins pire. Là. Mais c'est ça. Pour ce qui est de l'enseignement en patinage artistique, ça varie énormément d'endroits. Puis de plateaux d'entraînement aussi. Il y a des gens qui sont sport-études, il y en a d'autres qui sont un peu plus récréatifs. Fait que ça varie. Puis même chose pour le resto. Puis au courant des années puis des générations, je peux voir que là, les gens veulent retourner un peu plus à l'entrepreneuriat, se démarrer un petit peu plus, tandis que la génération, je te dirais il y a peut-être 5-6 ans. Peut-être les millennials environ. Là. Ben toi, t'es plus dans les millennials, je te dis. Plus Y, millennials, là, comme entre les deux, ça, je dirais. Vrai, on peut en parler, mais de plus en plus de jeunes, là, c'est dans la vingtaine, peut-être avoir leur propre side hustle ou première entreprise. Vraiment. Parce que même moi, dans mon entourage, puis je regarde, je suis encore des personnes avec qui je suis allé au secondaire avec. Il y en a qui sont en business, puis il y en a d'autres qui on font leur 9 à 5. Là, puis j'ai le feeling que la génération avant cherchait la stabilité, cherchait d'avoir une sécurité, puis d'après ça arriver chez eux puis faire comme OK, let's go. Mais là maintenant, je pense que les gens ils ont tellement été restreints pendant la pandémie qu'ils veulent évacuer, ils veulent voyager, ils veulent découvrir. Fait mon Dieu. On a tellement été pognés puis dans une cage un peu psychologique aussi. Que là, on veut sortir, on veut créer. Puis en plein ça, ben oui. La seule chose que j'ai vraiment hâte de faire, c'est mon premier voyage post-COVID. Ben oui, ça c'est. Je pense que tout le monde. Tout le monde en rêve depuis 2 ans. C'est justement cet hiver, on veut en faire un avec mes amis. Puis c'est pas un truc de resort vraiment classique, là, vraiment comme on se prend une place qui est plus pack-sac, on fait on découvre des lieux, de la culture. Ben oui. Voir, moi, c'est vraiment ça qui me passionne plus que genre, c'est grâce à cette page. Ah ben non, c'est. T'as-tu une idée de l'endroit où est-ce que tu vas? Mais avant la pandémie, au mois de janvier 2020, on était allé au Mexique. Puis on a fait un mix resort puis des excursions. Fait qu'à chaque jour, on faisait des excursions. On était allé voir des tentes Maya. On a monté sur un tente Maya. C'était à Tulum. Puis
Puis Très c'était nice. magnifique. Là. C'est là que j'ai eu comme le petit, ok, je veux faire d'autres voyages. Là. C'est Non, clair, c'est sûr, c'est ouais, pas ouais. la même game. Là. Ben non. Surtout, tu sais, la première fois qu'on voyageait sans les parents, Mhm. tu sais, là, je vais avoir 23 ans aussi. Ok, non, c'est bon. Avec, Mais non, c'est. Fait que peut-être qu'on va aller peut-être encore en Amérique du Sud, à une autre place, ou en Europe, on ne sait pas trop encore. Ok. Toi, tu voyagé dans des... Ouais, ben en fait, moi j'ai beaucoup déménagé. Là. Moi, j'ai été adopté. Là. Ok, ouais. Puis moi, j'étais arrivé, mes parents, ils habitaient en Alma, en fait, là, dans Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah ouais, quand même, hein? Puis après ça, on a déménagé sur la Rive-Sud à Saint-Constant. On a fait... j'étais allé vivre 2 ans en Angleterre. Ok. À cause du travail de mes parents, il a fallu qu'on aille à Newcastle, en fait. Wow! Puis... Bon, excuse-moi. Puis après ça, je suis revenu sur la Rive-Sud de la Candiac. Puis après ça, avec l'entraînement du patin, j'ai déménagé un peu en Ontario, un peu à Sorel. Puis là, maintenant, je suis à Montréal. Fait que tes parents, ils sont originaires de... En fait, mon père est de Québec, puis ma mère est du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ok. Mais pourquoi tu allais étudier au UK, finalement? En fait, c'est à cause que ma mère, elle travaille dans le milieu des affaires, puis elle a été transférée justement en Grande-Bretagne. Wow. Puis là-bas, écoute, tout est proche. Ça doit être génial. T'as-tu aimé ça? Moi, j'ai adoré. Ouais? Moi, j'ai adoré. Ouais? Okay. Moi, j'ai eu un les coup grandes de cœur. villes. Ouais, on a fait les grandes villes. J'ai fait tout ce qui est Angleterre, Londres, Écosse, France, Portugal, Espagne. Ça a-tu... Ah non, attends, là, c'est parce que là, des fois, il est lousse, là. Excuse-moi, je Ah ouais, t'écoute, là, mais correct. moi, je... Mais non. Mais bref, c'est ça, on a fait plusieurs endroits, puis même moi, par après, j'étais allé avec justement des amis. Ouais. Ah ouais. On a fait des voyages pack-sac, là, c'était Non, incroyable. C'est ça, exactement, tu sais, c'est... Puis je pense que quand plus on grandit, je pense qu'on plus on apprécie des voyages de ce genre-là. Encore là, ça dépend de la personne. Mais moi, aller à Cuba, là, j'ai aucun désir de... Tu sais, non. c'est vraiment... C'est ça, tu sais. C'est plus ou moins intéressant pour moi, mais... Fait que les grandes villes, toi, fait que c'est ça, la campagne, c'était plus ou moins... Tu sais, justement, t'es à Westmount en ce moment, donc... Non, en fait, moi, j'habite dans Hochelaga, Maisonneuve, en fait. Ok, mais t'as tes franchises. Ouais, j'ai franchise Quartier Latin, puis à Westmount. Nice. Fait, écoute, moi, depuis que j'ai déménagé en ville, ça fait à peu près 5 ans, là, j'adore ça. Là. Je trouve que tout est proche. Ouais, c'est clair. Je fais beaucoup de vélo aussi, je me promène en vélo. Question pour toi, t'as-tu une voiture? Ouais. Ok, fait que tu te promènes à Montréal aussi avec... Oui. Ça, moi, j'ai une voiture, tout se passe bien. En fait, avec le resto, moi, j'ai un stationnement à l'arrière. Ah ouais, c'est pratique. Ben oui. Westmount, j'ai une vignette. Ben, en fait, c'est pas une vignette, il y a un stationnement intérieur. Fait que moi, je peux me promener comme ça. Ça, c'est clair, parce que je discutais avec mes parents, puis je disais, moi, si j'ai à rester et habiter à Montréal, parce qu'en ce moment, j'ai pas de voiture, mais c'est sûr que je pourrais peut-être avoir un condo, puis avoir un stationnement, tu sais, à moi-même souterrain. Ouais. C'est un no-brainer, c'est sûr, là, avoir un stationnement, à un moment donné. C'est beau, Ben oui. tu peux rester à Montréal sans voiture, mais dès que tu sors de Montréal, c'est là que ça devient compliqué si tu veux littéralement faire n'importe quelle activité. Ben oui. Donc, non, surtout si tu as du stock à trimballer ou amener, toi, si c'est en impression. Ben exactement, des fois j'ai des livraisons puis tout ça. Le podcast aussi, je pense pas que je vais rester ici, je vais me prendre un nouveau studio à un moment donné qui va être plus grand, puis tu sais, changer le setup, au début je voulais faire un truc genre style lounge avec un peu genre un salon moderne professionnel. Mais j'ai mesuré puis ça fitait pas. J'étais là, bon, faut que j'attende un petit peu. Fait que pour le moment, j'y vais avec un setup standard. Mais c'est ça, tu sais, on grandit puis on s'ajuste par la suite. Mais c'est clair. Donc, ben là, on a commencé officiellement. Mais bienvenue au podcast Jason Business. Je suis content de t'accueillir. Donc, toi, c'est Charles, a.k.a. Chuck. Ouais, en fait, la plupart de mes amis m'appellent Chuck. T'appelles Chuck? Ouais. Okay. En fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont anglophones, là, puis moi, les gens me surnomment Chuck. Fait que, bref, c'est pour ça qu'on... On t'appelle Chuck. On m'appelle souvent Chuck, ouais. Super. C'est quoi ton nom de famille? Dion. Dion. Ouais. Parfait. Fait que Chuck Dion. Et voilà. C'est donc bien cool. Bon, ben excellent. Donc là, t'as 30 ans. Comment, en fait, t'as vu te présenter? Qu'est-ce que tu fais en ce moment et tout ça? Ouais, ben oui, en fait, moi, c'est Charles Dion, en fait. Puis j'ai un Copper Branch dans le quartier latin. Puis j'ai un gym qui est dans Westmount, là, dans le Westmount Square. Puis j'ai étudié justement comme toi à l'UQAM en administration. Là. Ah, ben c'est cool. Puis dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, Copper Branch...
Ouais, en fait, Copper Branch, c'est une franchise qui sert uniquement des aliments à base de plantes. Qui surnomme un peu le power food. Right. Puis bref, moi, je suis pas vegan, mais depuis que j'étais avec Copper Branch, que j'ai commencé en 2019, j'adore la nourriture végane maintenant. Là. Écoute, j'en mange quasiment tous les jours. Je suis là-bas souvent. Puis c'est quelque chose à découvrir. Je trouve que Copper Branch, c'est un endroit qui a beaucoup de variétés d'aliments, qui des fois peut apporter une certaine difficulté d'opération, tout ce qui est gaspillage, puis planification. Mais quand même, il y a une offre tellement variée que je pense qu'une personne qui est juste ouverte à essayer de quoi qui est à base de plantes va trouver quelque chose à manger ou à déguster. Là. Des gens comme plus carnivores qui préfèrent qu'ils jugeraient juste par la viande, ils goûteraient à ça et ils disent « wow ». Ben non, c'est ça. Là. C'est juste des produits végétaliens finalement? Ouais, c'est tout végétalien. Wow. Okay. Puis bref, pour te donner un exemple, là, on a le théâtre Saint-Denis qui est tout près, là, qui est carrément sur la rue. Puis des fois, on a... Il y a souvent des spectacles, là, il y a le couple de monsieur puis madame, là, que le monsieur veut pas trop manger sa salade, mais que la madame, elle veut. Puis souvent, on lui propose un Général Copper, qui est un Général Tao, qui est à base de champignons. Oh, champignons? Ouais, champignons shiitake, puis je te dirais, c'est le meilleur vendeur. C'est ça, j'allais te poser, justement, c'est celui qui... C'est le meilleur vendeur de tous nos produits. Là. Exact. C'est servi sur une base de ton choix, que ce soit du riz, quinoa. Puis après ça, tu as de la salade de choux, avocat, brocoli. C'est pas beaucoup d'ingrédients, mais très savoureux, très goûteux, un bol chaud. Puis après ça, on a aussi différents bols un peu décomposés, là, comme le bol aztèque qui est un peu plus guacamole, crème sûre, patate douce, nachos, salsa mangue. Fait que vraiment, on a une belle variété là, de produits. Puis tu peux peut-être me répondre à ça, tu sais, les fausses croyances de dire quand t'es végétalien, tu as un manque de protéines. Écoute, c'est totalement faux. C'est faux, là. C'est totalement faux. Exemple, dans un bol Général Copper. Ouais. T'as peut-être 42 grammes de protéines juste dans ta portion de champignons. Là. Ouais. C'est des champignons, c'est ça qui est fou. Là. C'est une plante, puis écoute, c'est bon pour la planète. Exact. C'est super goûteux. Là. Wow, ben je sais, puis il y a des powerlifters justement qui sont végétaliens de plus en plus. Ben oui. Puis je veux dire, c'est pas un barrière à l'entrée maintenant. Là, donc, non, moi je suis tout le temps ouvert, j'essaie des nouveaux repas et tout ça, fait que j'irai essayer des repas. Là, non, mais c'est ça en fait. Georges Larac aussi, il est végétalien. Là, puis, ok, ça j'avais pas. Ah, okay. Justement, l'année passée, il avait fait je pense que c'était un espèce de deal. Ouais. Avec lui, il travaille, je pense, dans la station 91.9 sport. Puis bref, il avait fait un deal. Si les Canadiens, je pense, se rendent à la Coupe Stanley, il allait offrir de mémoire, il allait manger un gros poulet. Puis finalement, à place de manger un gros poulet, il a décidé d'offrir 1000 repas à des sans-abri au parc Émilie-Gamelin. Puis moi, je l'ai contacté. Puis écoute, Copper Branch, Quartier Latin, en a donné, je pense, c'est 150 repas là-bas. Puis... C'était super bien organisé. Nice. Valérie Plante était là également pour nous accueillir. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis bref, tout ça pour dire que regarde, même Georges Larac qui est une personne assez bâtie, assez présent là. Puis écoute, lui, il est végétalien depuis un certain temps. Là. Puis... tu vois, je savais pas, j'aurais jamais pensé que c'est celui-là, Georges Larac, qui ramasse le monde dans sa glace. Mais tu vois, c'est des fausses croyances, puis le monde, je sais pas, j'aime pas ça, mais tu l'as même pas essayé. Tu sais, le monde qui me dit, genre, j'aime pas les huîtres ou j'aime pas tel produit. As-tu essayé? Non, mais j'aime pas, c'est pas beau, mais goûte-le, après tu me diras si c'est bon, tu sais. C'est aussi simple que ça, le monde. Ben, c'est ça. Souvent, moi, ce que je dis à mes employés ou justement à des clients qui sont un petit peu plus réticents, mais en fait, même pas réticents, en fait, qui sont curieux. Qui veulent un petit peu en apprendre un peu plus. Je leur dis qu'écoute, il y a à peu près 7% de la population qui est végane. Okay. Puis nous, ce qu'on offre, puis ce qu'on veut faire, c'est d'aller chercher les 93 autres %. Fait qu'on veut essayer d'apporter des choses qui sont santé, que les gens vont être capables justement de se dire, écoute, c'est peut-être des champignons, mais écoute, ça ressemble quand même à une texture qui est un peu plus similaire à du bœuf ou à du porc, à une viande qu'on connaît, un peu plus carnivore. Là. Fait
c'est souvent ça qu'on essaie de faire, puis c'est pour ça qu'on a une variété qui est énorme, on a des déjeuners à journée longue, on a des burgers, des sandwichs, des wraps, ça va à des tacos, à des trucs un peu plus asiatiques, c'est génial. C'est super varié. C'est ça. Puis bref, tout ça pour dire que souvent, on veut essayer de faire goûter les gens. Fait que, moi, souvent, dans une business, mon objectif premier, c'est de faire rentrer la personne dans ton magasin. Puis après ça, après ça on les fait essayer. Puis souvent, on est capable de les closer. Là. T'as-tu des fois des retours négatifs que le monde n'a vraiment pas aimé? Là? Étonnamment, très rarement. J'ai vraiment le Nice. feeling que la communauté un peu plus végétarienne, vegan, c'est des gens qui veulent prendre soin de leur corps. Puis c'est pour ça que moi j'ai embarqué dans une franchise comme ça. Exact. Puis sont tout le temps heureux, sont tout le temps happy, sont tout le temps contents d'aller chercher leur bon, peu importe. Aussi, puis en même temps, on est un QSR qui est un Quick Service Restaurant. Mais qui est un peu plus haut de gamme. Fait que c'est sûr que nos prix sont un petit peu plus élevés que les grandes bannières qu'on peut penser. Comme grande bannière, qu'est-ce que tu genre compares à quoi? McDonald's. Mais oui, mais c'est pas le même genre de Burger King, mais nourriture. c'est pas la même clientèle. C'est au niveau de la rapidité que tu compares finalement? La rapidité, oui, c'est ça. En fait, tout ce qui est quick service, c'est vraiment des genres de fast food. On est considéré comme un fast food, mais haut de gamme. Puis sain aussi. Là. Puis bref, ça fait qu'on a une clientèle super gentille. Là. Je pense que je peux compter sur les doigts de ma main le nombre de clients qui ont été désagréables. C'est génial. Puis au niveau de ta clientèle, est-ce que tu dirais que c'est pas une nouvelle trend, mais est-ce que c'est des tendances, les gens, est-ce qu'ils vont de plus en plus vers le végétalisme? Comme il y a plus en plus de variétés de personnes qui s'en vont vers ce régime-là, finalement. Cette alimentation-là, en fait, je pense que sans nécessairement avoir des statistiques précises, on peut le voir que des grandes bannières comme McDo, Burger King, IW, Tim Hortons ont toutes des offres végétariennes. Puis maintenant, dans tous les restaurants qui ont du service aux tables, il y a tout le temps quelque chose qui est vegan ou végé. Fait que je pense que juste avec ça, on est capable de... avec le gros bon sens de voir, écoute, on pensait que c'était un trend, mais finalement, c'est vraiment là pour rester. Ça a perduré dans le temps. Je pense tranquillement, mon objectif, moi, puis ce que je dis aux clients, c'est commence par un repas dans ta semaine qui est à base de plantes. Teste. Puis après ça, peut-être que au fil du temps, mais ça va être 2 repas. Ou peut-être ça va être une journée. Puis c'est vraiment ça, je pense qu'il faut trouver un compromis justement dans le futur, dans un futur rapproché pour notre génération et la prochaine génération. 100%. C'est de faire un petit peu attention à l'environnement. On entend parler partout. Là. Exact. Je pense que c'est juste des petits... juste l'élevage du bovin aussi, là, c'est ça qui... Non, c'est ça. J'ai un bon ami qui écoute, qui est fermier. Travaille super fort, qui a plusieurs poules. Puis bref, à chaque fois qu'on a des discussions, c'est tout le temps super intéressant. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est je veux pas complètement éliminer tout ce qui est poulet, nourriture carnivore. Là, je veux qu'on essaie de trouver un juste milieu pour que tout le monde puisse faire un petit peu plus attention. Je comprends. Tu mélanges un peu les deux méthodes d'alimentation pour qu'on balance un peu, là, je comprends. C'est ça. C'est clair. Mais tu sais, ça me fait penser, j'ai essayé récemment des burgers avec des champignons portobello à la place de boulettes. Puis littéralement, la texture et le goût avec les épices qu'ils utilisent, je sais pas, ça coûtait la même chose de la viande hachée, là, littéralement. Moi, j'ai vraiment trippé, puis je suis comme, OK. Tu sais, c'est ça que tu disais, une fois par semaine, essaye un repas, mais trouve-toi des aliments ou des recettes que tu tripes là-dessus, tu sais, genre, que ce soit un hamburger, vegan, puis essaye-le, puis tu sais, à un moment donné, si t'aimes ça, prends-en 2 fois par jour, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. C'est ça. Puis maintenant, écoute, sur TikTok ou peu importe les réseaux sociaux, il y a plein de cuisiniers qui cuisinent vegan. Puis moi, mon beau-frère m'a déjà dit à un moment donné, j'apprends à cuisiner avec Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe, qui est qui est super drôle, là, puis bref, qui est très présent sur les réseaux sociaux. Puis il dit, en même temps de travailler avec des aliments véganes, mais j'apprends à cuisiner avec de la viande. Tu
tu peux complémenter ou tu peux substituer, exemple, ton tofu pour prendre du poulet. Puis, bref, les recettes se matchent très bien, là, puis se mélangent très bien. C'est clair, t'as tellement d'alternatives. Puis est-ce que c'est vrai, ben tu sais, j'imagine que les prix sont un peu plus élevés pour des alternatives véganes. Est-ce que tu penses que ça va s'ajuster ou ça va être comparable à un moment donné, ça va même plus être... Ben en fait, avec l'inflation qu'on voit présentement, c'est sûr que tout augmente, mais j'ai le feeling que, veux pas, dans n'importe quel business, plus il y a de la compétition, mais plus les gens vont s'adapter au prix. Écoute, le tofu, nous on l'achète sur une caisse de 12, puis ça nous coûte 25$. OK. Puis c'est des gros cubes de tofu d'à peu près, je pense, c'est 900 grammes. Là. OK, tu peux faire pas mal de repas en fait avec beaucoup, ça. Là-dedans, il y a 36 cubes dans un bloc. Dans un bloc, Puis après ça, nous, on les sert des bols réguliers, c'est 6 cubes par bol. Okay. Fait que quand même, t'en nourris beaucoup. Puis dans 6 cubes, t'as à peu près une vingtaine de grammes de protéines. Tu sais, c'est en plus des haricots qu'on met, en plus d'autres légumineuses, puis ton riz, ton quinoa. Fait que ça te fait un repas là, complet là, avec une variété d'aliments, que ce soit fruits, légumes. Des fois, on en a un là, qui est le bol à steak, il y a un peu de mangue à l'intérieur de notre salsa mangue qui est super bonne. Là. Fait que ça rajoute un petit sucré. Là. C'est génial. Puis, ben écoute, c'est génial. Puis, j'aimerais peut-être faire un retour sur ton enfance. Puis, avant d'embarquer là-dedans, ça fait combien de temps que tu as tes deux franchises? En fait, le Copper Bench, moi, j'ai ouvert en l'été 2019. OK. Ça fait quand même un certain temps, là, bientôt 2-3 ans. Ouais, quand même, Puis, le gym, qui est spécifique Westmount, ça, c'est septembre 2021. Là. OK. Ouais, j'ai ouvert... en pleine pandémie, toi, t'étais let's go, ça va dans le domaine des gyms. Ben, c'est ça, entraînement, En fait, c'est un centre multidisciplinaire. C'est ça, OK. Nous, ce qui nous distingue un peu, je parlais de ça, de faire rentrer les gens dans notre commerce. Puis après ça, écoute, on est capable de justement discuter avec eux puis de vraiment leur offrir un service qui est intéressant. Ben, nous, on a... que ça soit... La plupart de mes entraîneurs, c'est des thérapeutes du sport. Fait qu'ils sont capables de traiter des gens manuellement, d'entraîner les gens. On a aussi un service de massothérapeute. Puis on a ce qui nous distingue énormément, c'est de l'IMS. Je sais pas si tu connais. De l'IMS, non? C'est de l'entraînement par électromusculaire. Oh, OK. Fait qu'en fait, c'est une espèce de gros bodysuit que tu te mets sur ton corps. Puis pendant de t'entraîner, soit avec des poids ou avec ton body weight, on t'envoie des petits chocs. Des chocs ici et là, que ce soit sur les bras, les jambes, le dos, le corps. Puis bref, on stimule différemment ton système nerveux en même temps de faire des mouvements traditionnels. J'avais vu un truc passer, je pense, sur Amazon, une publicité, c'était un accessoire que tu mettais sur le ventre, puis ça t'envoyait des buissons électriques, mais je pensais que c'était un scam, là. Mais littéralement, c'est... Ben, écoute, il y a beaucoup de scams. Il y a beaucoup de scams, là. C'est sûr que... Écoute, je l'ai jamais essayé, mais je penserais pas que tu manges ton popcorn sur ton divan. C'est ça. Je pense que tu vas avoir des abdos à la fin, je penserais pas. C'est pas logique. Mais qu'est-ce que ça fait dans le fond comme... Ben en fait, ce que ça fait, surtout dans notre milieu, dans notre clientèle cible, qui est une clientèle un peu plus aisée, qui a un petit peu moins de temps d'entraînement, mais c'est que ça permet de réduire ton temps d'entraînement sans enlever à l'efficacité. Ah, OK. Fait que nous, nos entraînements IMS, c'est à peu près 30 minutes. Puis après ça, c'est équivalent à un entraînement d'environ 1 heure. OK. Puis bref, on peut travailler soit en cardiovasculaire, soit en musculation. On peut même faire un mode relaxation. Wow. Puis nous, en fait, moi j'ai acheté un ancien gym qui s'appelait Studiotech. Puis on l'a transformé en Specific Westmount. Le fondateur en fait de Specific Performance, là, c'est mon entraîneur depuis que j'ai 15 ans, là, parce que j'ai fait du patinage artistique plus jeune. Puis bref, moi j'adhère énormément à ses valeurs, puis à comment entraîner les gens. Si on veut entraîner les gens, pas pour qu'ils soient comme juste bons dans leur sport, mais on veut qu'ils soient un athlète complet. Fait que bref, excuse-moi. Non, c'est correct, ça. Nous, avec Studiotech, eux, c'était uniquement du IMS qu'ils faisaient. Nous, avec Specific Westmount, tranquillement, on essaie de les amener vers de l'entraînement un peu plus traditionnel, en incluant l'IMS. OK. Fait qu'on a vraiment le meilleur des deux mondes. Puis
ça rejoint que c'est un petit peu comparable à ce que je veux faire un peu avec ce qui est vegan puis carnivore. Tu sais, je veux qu'on essaie d'avoir un juste milieu, qu'on essaie d'avoir un entraînement varié, puis le fun aussi. Ben, j'ai l'impression que tu sais, d'avoir ces deux types de franchise-là, c'est comme une continuité. Tu t'entraînes, mais tu as aussi une bonne alimentation qui se continue. Ben oui. Les deux, il y a une super belle synergie qui peut se créer, puis c'est un peu pour ça pourquoi moi je suis embarqué là-dedans. Tu sais, j'ai étudié en administration à l'UQAM, puis écoute, depuis l'âge de 3 ans, je fais du patinage artistique. Là. Moi, j'ai été adopté là, très jeune, puis mes parents, écoute, ils nous ont tout le temps dit, moi j'ai 2 sœurs, ils nous ont tout le temps dit, comme tu es au Québec, faut tout le temps que tu... En fait, il faut que tu sois capable de t'épanouir puis de faire plusieurs activités dans toutes les saisons. OK. Fait les 3, on a fait du patinage artistique, on a fait de la natation, on a fait du soccer. J'ai fait plein d'autres sports. OK, t'as tout essayé J'ai tout essayé, puis bref, j'ai adoré le patin. Wow, puis je suis resté là-dedans là, jusqu'à l'âge d'à peu près 23 ans là, que j'ai compétitionné au niveau national et un peu international. OK. Puis après ça, j'ai poursuivi mes études à l'UQAM en même temps d'enseigner le patin. Fait que j'ai tout le temps eu un horaire très très strict, très chargé, ce qui m'a amené à la personne que je suis aujourd'hui, puis je suis énormément reconnaissant. Là, mais bref, tout ça, c'est mon parcours, puis c'est pour ça que je suis arrivé en fait avec un restaurant, puis un gym. Puis le restaurant... La restauration, tout le monde va te le dire, c'est une des industries où il y a le plus de compétition puis qui est très très dur. Les marges de profit parle de sont marges tellement minces. Exact. En plus, quand là, on parle de franchise, là, ça, t'as même des royautés à s'ajouter là-dessus qui est quand même assez il n'y a pas juste ça, il y a ça, puis il faut, j'imagine, en fait, j'ai vu des vidéos que faut que tu mettes un assez gros montant initialement pour être un franchisé, tu as des formations à prendre, là, j'avais pris comme un McDonald's ou Tim Hortons, c'est pas la même chose, là, mais quand même, faut que tu aies quand même un bon petit coussin là, d'avance. Il faut que tu aies un bon coussin, puis écoute, moi j'ai de 23 à 26, 27, j'ai énormément économisé. Ok, je comprends. C'est sûr que j'ai eu un peu de love money là-dedans. Puis après ça, il y a les banques, il y a le système bancaire, je veux pas, dans le temps pré-COVID, était un peu plus ouvert à prêter à des restaurants. Maintenant, je pense que ça va être un petit peu plus difficile. Puis en plus de ça, avant la COVID, il était plus porté à aller vers des franchises parce que tu as un certain... une sécurité. Tu sais qu'un revenu, il y a un revenu, puis il y a une certaine notoriété. Tu arrives là, puis c'est pas le restaurant à Charles, c'est Copper Branch. Ça fait à peu près 5-6 ans que ça existe. Il y a combien de Copper Branch, tu dirais? Écoute, avant COVID, il y en avait une quarantaine. Maintenant, on est rendu, je pense, un peu moins de 30. Partout au Québec? Partout au Québec. En fait, c'est mondial. Ah, c'est mondial, OK. Ça a été fondé au Québec, dans Ville-Saint-Laurent. Ça c'est une fierté québécoise. C'est que le nom Copper Branch fait que... ça n'a pas l'air québécois. Là, ça a l'air ontarien ou américain. Exact. Puis justement, on vient de se faire acheter par Foodtastic, qui est le propriétaire, c'est Peter Mamas. Puis lui, c'est un maître franchisé qui a plusieurs franchises, que ce soit Belle et Florentine. Pas Belle et Florentine. Il y a Belle et la Bœuf. Ils ont Copper Branch. Ils ont Choco Loco. Je pense qu'ils ont un Benny Eco. Donc, c'est pas un franchisé, c'est une entreprise qui achète des franchises. Oui, c'est ça. Un maître franchiseur, lui, a plusieurs petites franchises. Puis après ça, met en place un système, puis apporte ses connaissances en achetant des différentes franchises. Puis justement, juste avant qu'ils nous achètent, nous, l'année dernière, ils ont acheté Second Cup. Second Cup, c'est énorme. Là. Je pense que c'est des centaines et des centaines de restaurants. Là. Aïe. Puis ils l'ont acheté à petit prix parce que veux pas, des Tim Hortons, t'as Starbucks. Surtout au Canada, pour Québec, le marché du café. Ben c'est ça. Puis je pense que tout le monde aime le café. Peut-être que même dans un futur rapproché, ça va être un produit peut-être de luxe parce que les prix augmentent quand même énormément là, avec le café puis tout ce qui est changement climatique. Des fois, cultiver une gousse, ça coûte un peu plus cher là, dans les autres pays. Fait que bref, ça serait logique de penser ça. Il y a beaucoup de compétition là, dans ce domaine-là. Il y a plein de petits cafés, de magasins de caféterie. Comment tu appelles ça?
Des brûleries. Des brûleries, bon, ouais. C'est ça, juste sur ma rue, j'ai une brûlerie maçon, j'en ai 2-3 autres places de café, tu sais. Fait que c'est la compétition puis le grain de café qui augmente, c'est clair. Ça fait du sens, l'inflation et tout ça. Et là, fait que, mais comment ça t'a amené à approcher Copper Branch? Est-ce que tu avais quelqu'un que tu connaissais? Ou... En fait, moi, c'est mon ancienne copine qui, elle a décidé de faire un défi qui est vegan. Un mois vegan. Right. Fait que moi, écoute, on a découvert différents restaurants, dont Copper Branch. Puis j'ai resté quand même marqué sur comment ils fonctionnaient, sur les valeurs. J'ai lu un petit peu plus. Là, je suis tout le temps assez curieux là, dans la vie. Fait que je voulais apprendre. Puis bref, j'ai vraiment aimé ça. La culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise. Ouais. Puis en fait, un peu avant, je commençais à terminer, je terminais mes études, j'enseignais beaucoup. Moi, ce que j'ai souvent dit, c'est que comme j'étais un athlète à temps plein, puis j'étais tout le temps en sport-études du primaire à l'université, là, j'ai pas eu la chance de vraiment travailler dans des entreprises, que ça soit au McDonald's ou peu importe. T'as pas fait de job non, j'ai pas eu temps partiel. Job de temps partiel. Job d'étudiant, là. Non, c'est ça, j'ai pas eu de job d'étudiante. Fait que j'ai pas eu beaucoup d'expérience travail avant ça. J'imagine. La première entreprise que j'ai travaillé pour, c'est Copper Branch. C'est la tienne? C'est la mienne. Wow. Fait que j'ai beaucoup appris sur le tas. Là. OK. Ça, c'est spécial, ça. Puis, écoute, dans mon background familial, il y a aucune personne qui est entrepreneur. Là. Exact. Ben, c'est ça, je me dis. Ta blonde était... Puis en fait, ma copine, elle s'entraînait. Elle s'entraînait, elle faisait de la paire, du patinage artistique en couple. Puis bref, c'est juste venu comme ça. J'ai commencé à découvrir un peu c'est quoi une franchise, qu'est-ce que j'avais besoin. J'ai été à des expositions. Il y a beaucoup d'expositions en fait là, sur les franchises. Ah oui? À Montréal, au Palais des Congrès. J'étais allé là-bas. En fait, je vais quasiment toutes les années, juste par curiosité, pour voir un peu qui est là. Puis justement, début mai, je m'en vais à Expo Entrepreneur. Moi aussi, tu y vas? Ça se peut qu'on on va se voir le 3 et 4 mai. On y va avec les Cercles d'Or, ça va faire un petit peu de publicité là, pour le groupe. Ah, ben c'est sûr qu'on va se voir. Moi, j'y vais avec probablement une de mes employées qui est très... qui veut beaucoup apprendre sur l'entrepreneuriat. Ah, c'est génial. Puis, en fait, cet employé-là, c'était une ancienne de mes athlètes en patinage artistique. Ah, OK. Fait que moi, quand j'ai ouvert, en fait, j'ai eu beaucoup de mes employés qui étaient mes patineurs, avec qui j'enseignais. Ça a fait un beau pont, là. Tu savais que tu pouvais leur faire confiance, puis ils voulaient travailler avec toi, j'imagine. Ben oui, puis moi, mon but, ça a tout le temps été d'avoir une belle complicité avec les athlètes, puis veut pas... ça faisait pas si longtemps que ça que moi j'avais arrêté, fait que j'étais capable, j'avais beaucoup d'empathie pour eux, je le savais, écoute, tel saut est assez difficile, mais faut tout le temps continuer, là, puis ça va t'aider tout le long de ta vie, là. Tout ce que tu apprends dans le sport, c'est facilement, ça se transmet là, facilement dans un domaine. Des compétences finalement que tu peux dans ton... que tu peux amener là, soit dans ton entreprise ou dans si tu travailles pour quelqu'un dans la vie personnelle. Fait que, bref, moi, eux, ça a été... j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait sans eux. Là. C'est ça, ma question justement, c'est... T'aurais pas pu, disons... pourquoi t'as préféré aller voir une franchise plutôt que de partir ton propre? Ouais, ben c'est ça. En fait, comme j'avais pas beaucoup d'expérience, je voulais qu'il y ait quelqu'un en arrière de moi. Je comprends. Tu sais, veux pas... moi, j'ai eu un de mes entraîneurs en patinage artistique là, qui s'appelle Stéphane Ivers, que j'ai adoré. Puis j'ai tout le temps été à la fin de ma carrière avec, ou en fait de mon partenariat avec, parce que j'ai changé d'entraîneur à la toute fin. J'étais le plus vieux qui enseignait. Puis moi, je l'ai aidé justement à aller à donner des petits tips, puis justement aider les autres patineurs. Fait que, bref, je l'ai aidé là-dedans. Puis je pense que c'est venu un peu comme ça. Le fait d'avoir quelqu'un qui m'aide puis avec qui que je peux justement poursuivre, c'est pour ça que je suis allé vers la franchise. Souvent, puis même maintenant avec mon entraîneur David là, Gérard, là, que lui c'est le fondateur là, de Spécifique Performance,
on se parle quasiment tous les jours, puis on se parle de franchise, on se parle de plein de projets. J'ai plein de projets là, qui sont tous ici. Là. En fait, avec ma blonde en ce moment, là, elle me dit « Ah ouais, Charles, il y a tout le temps des projets. Il y a des nouveaux projets à tous les jours, à toutes les semaines. Je suis capable de le suivre. » Mais écoute, je pense que c'est avec des personnes folles comme ça qui ont plein d'idées qu'on va arriver à une idée qu'on va stick to it, puis qu'on va... On va mettre toutes les heures, on va tout mettre le travail qu'il faut là-dedans. Là. C'est comme ça que tu avances. Moi, je suis persuadé, tu sais, depuis que je m'entoure de gens positifs déjà, mais qui ont de la drive, qui ont des projets dans leur vie, ça a complètement changé, ma concentration, ma discipline, le goût de faire des projets qui vont être concrets avec d'autres personnes. C'est vraiment ça, tu sais. Fait que, tu sais, de s'entourer des bonnes personnes, c'est tellement essentiel. Tu sais, justement, ça te motive avec la franchise et donc c'est génial, quoi. Ben oui, non, c'est ça. Puis en fait, tu sais, j'avais regardé un peu des Tim Hortons, des McDo, des Subway. Ouais. Puis bref, toutes les franchises, à chaque fois que tu veux acheter une franchise ou tu veux devenir franchisé, tu as tout le temps une espèce de blueprint, un genre de gabarit qui est tout le temps un peu similaire. Ah ouais? À travers les entreprises de restauration? À travers différentes franchises de restauration. Écoute, les autres domaines, je le sais pas. Je le sais que pour ce qui est de l'entraînement physique, c'était similaire, puis veux pas. Mon expérience avec Copper Branch, j'en ai beaucoup parlé avec le fondateur, puis justement, les deux, lui a créé ses franchises de gym par après. Fait que il s'est beaucoup aidé de mon processus pour créer le sien. Puis bref, tout ça commence par une rencontre avec un représentant. Puis écoute, il veut juste te connaître, il veut juste savoir... T'es qui toi? Pourquoi est-ce que tu veux pourquoi tu veux un Copper Branch? Pourquoi tu veux telle franchise? Puis après ça, si ça fonctionne bien, ben là, il va te renvoyer un autre document qui va te demander un petit peu tout ton bilan personnel. Fait que c'est sûr qu'il regarde un petit peu combien tu as dans les poches, combien tu es prêt à déposer. Il y a tout le temps un minimum à avoir. Souvent, les frais de franchise, ça, c'est un one-shot deal. Exact. Ça varie souvent entre du 25 000, 35 000 que tu vas payer pour utiliser la marque. Juste le brand. Juste le brand. Juste pour que je puisse avoir Copper Branch, mettons, sur la rue Saint-Denis. C'était ce montant-là. C'est ce montant-là. Puis après ça, tu as tout ce qui est... Qui doit sortir de ton compte chèque, là, littéralement. Ouais, littéralement. Ça, en fait, t'as aucun prêt, t'as pas de subvention possible. C'est sûr que moi, vite, parlant de subvention... Comme on est jeune, il y a des subventions pour aider les jeunes entrepreneurs. Ouais, surtout au Québec, là, c'est fou, il y en a plein. Au Québec, il y en a énormément. C'est sûr que les taux sont quand même assez élevés, mais pour des personnes comme nous, qui n'ont peut-être pas nécessairement toute la fortune en l'air d'eux, on peut quand même avancer et se créer des projets. Tout à fait. Puis bref, le frais de franchise, ça fait pas partie des grandes banques ou des prêts qu'on peut recevoir. Les grandes banques, en fait, il y a des programmes qui s'appellent le programme PPE, que c'est un programme de prêt pour les petites et moyennes entreprises qui est backé par le gouvernement fédéral. Fait que eux, les banques, ils ont un moins gros ils ont un moins gros risque à te prêter parce que il est backé par le gouvernement. C'est ça, parce que le gouvernement, il est back. C'est ça. Puis ça nous prend à peu près... Ça nous prend 25% de ce montant-là. Puis de mémoire, c'était 350 000. Le maximum que tu peux aller chercher. Puis ça, c'est tout ce qui peut être inclus dans ce 350 là, c'est de la construction puis ton équipement. Puis all in, mettons, tu dirais que combien un chiffron là, pour avoir l'acquisition de cette franchise-là, combien ça t'a coûté comme... si t'es à l'aise de le dire. Oui. Puis écoute, je suis bien à l'aise. Puis en même temps, je pense que je penserais pas qu'à long terme, cette business-là va être extrêmement rentable. Ah, ok, tu penses? Mais tout l'apprentissage que j'ai fait en arrière de ça vaut... ça vaut de l'or? Ça vaut de l'or. Là. Ça vaut ce que ça vaut. Écoute, t'es à l'université, ce que j'ai appris là, ça vaut... C'est peut-être la même valeur qu'un bac à Harvard. Là, c'est, plus. Ah ouais, mais... Plus. C'est toute l'expérience incroyable, c'est pas la même chose. Le réseau que j'ai reçu. C'est... Sur le plancher, exactement. Sur le plancher, ressources humaines. Écoute, ça, c'est des choses qui... Travailler avec d'autres humains, d'autres personnes. Moi, j'ai été dans un sport individuel, fait que c'était... Des fois, c'est un petit peu plus
centré sur moi-même, puis là, de m'ouvrir, puis de discuter, d'avoir des conflits avec avoir des... encourager les gens, c'est toutes les choses que j'apprends tous les jours. Mais grosso modo, je pense que c'est autour de 600-700 000. Wow. C'est vraiment une franchise, right? Une franchise, oui. Okay. Puis c'est pour ça que, écoute, avec ce que j'ai appris, je referais le même parcours, mais c'est certain que si j'approchais une autre franchise ou quelque chose d'autre, j'aurais une perspective complètement différente, puis justement, je serais capable de dire non à telle affaire, oui à telle chose, que ce soit dans la construction, parce que veux pas, moi, Charles, pas beaucoup d'expérience, arrive avec une grosse franchise, une grosse bannière comme ça, je veux m'investir, je crois beaucoup à ce que vous faites, voici mon bilan, ok, t'es accepté, t'es cité ça, ben là, on arrive à la table. Là, comment tu veux, on trouve le local. Tu veux pas, j'ai fait mon due diligence, on a regardé différents endroits. C'est ça, faut que tu trouves un emplacement finalement. Un emplacement, ça, eux ils t'aident dans le frais de franchise, eux ils viennent t'aider. J'ai fait affaire avec une compagnie pour regarder un peu le marché cible, puis voir un petit peu comment tout se comporte là-dessus. Fait qu'il y a beaucoup d'heures en arrière de ça. Puis écoute, moi, après ça, quand on est rendu à la table avec l'architecte, ben là, oui, je veux telle affaire, oui, j'aimerais ça, tel lustre, telle couleur dans le restaurant, mais là, tu vois que la facture, elle augmente énormément, puis moi, pour beaucoup d'expérience, ben écoute, je le vois, mais... Ça, tous les frais d'aménagement, c'est à toi de les payer? C'est à moi, c'est tout à moi. En fait, eux, tu leur payes leurs frais de démarrage, qui est un 20 à 40 000 à peu près. Puis après ça, eux ils t'arrangent avec un entrepreneur ou un contracteur, puis après ça, toi tu travailles avec eux. Eux ils ont tout le temps un petit peu leur grain de sel à mettre. Là. Ils supervisent un peu le projet, mais... c'est ça, ils veulent qu'il y ait une certaine continuité, puis ils ont certains barèmes. Là. Moi souvent je compare une franchise à un carré de sable. Tu sais, ils donnent un carré de sable, tout le monde sait c'est quoi, t'as tes 4 coins, t'as ton sable dans le milieu. Tu peux faire ton château, tu peux bouger, tu peux creuser, mais tu peux pas aller à l'extérieur. Dépasse pas l'extérieur. C'est une bonne comparaison. C'est un petit peu ça qu'ils veulent faire au tout début. Ils veulent ton frame, ils veulent ton gabarit, puis après ça, tu peux mettre un petit peu ton grain de sel. Moi, j'ai rajouté des petites choses là, maintenant dans mon resto que tu n'as pas nécessairement dans d'autres Copper Branch. Là. J'ai rajouté un petit peu de plantes, j'ai rajouté des petites Tu mets ta touche personnelle. C'est ça. Je le mets à ma touche personnelle. Il y a des choses que on est obligé de faire. Les recettes, on peut pas apporter une recette. C'est une affaire. Disons qu'on fait un lien avec le McDo. Mettons, tu prends un Big Mac au Québec, tu prends un Big Mac à Dubaï, ça fait la même chose. Est-ce que vous avez une variété de recettes ou c'est vraiment ça suit une... En fait, on a... Comme je te disais au début, dans toutes les Copper Branch, on a tout le même menu. Toute la même chose. Tout le monde a toute la même chose. Parfois, dans différents endroits, il y en a qui vont vendre de l'alcool, d'autres que non. De l'alcool, Des fois, il y a des gens qui ont des terrasses, des fois, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Fait que, pour ce qui est de l'alcool, ils sont un petit peu plus lousses là-dessus. Tu vois, c'est spécial, j'aurais pas pensé à l'alcool. Moi, dans mon cas, j'ai de l'alcool, puis j'achète plus de la micro. Microbrasserie. C'est quoi quel genre d'alcool que tu achètes? Local. Moi j'ai de la Loup, j'ai de la Baldwin, j'ai de la Glutenberg. C'est toutes des bières qui sont bio. Ou la Glutenberg qui est sans gluten. Justement, on a beaucoup de personnes qui viennent qui sont cœliaques. On essaie vraiment d'accommoder tout le monde. Puis aussi dans mon coin, Saint-Denis, écoute, t'as plusieurs bars. Là, le quartier latin, t'as beaucoup de bars, t'as beaucoup de clubs. C'est un coin qui a beaucoup d'énergie le soir. Fait que nous, on veut embarquer là-dedans. Puis, ça fait bien. Là. C'est super intéressant. Là. L'été, t'as quasiment toute la rue, c'est des terrasses. Là, en ce moment, cet été, ça a été voté pour que ça soit piétonnière. Puis, parce que sur ma rue, ils font ça l'été, parce que d'habitude, il y a 2 voies, mais ils coupent une voie, puis ils gardent juste un one-way, puis ils mettent genre des terrasses, justement. Des garages. Je sais pas s'ils font la même chose. C'est en plein ça. En fait, ils sont obligés d'avoir un couloir de sécurité si justement il y a un camion de pompiers qui doit passer. Oui, c'est ça. Mais de chaque côté, tu as des terrasses, puis tu vas avoir des activités tout le long de l'été. Là. C'est ça. Tu as des festivals du cirque qui vont venir. Il
il y a des 5 à 7, il y a des petits amuseurs de foule qui vont être là. Fait qu'on, écoute, le quartier latin, la SDC du quartier latin travaille super fort pour nous, les entrepreneurs, puis les commerçants du coin. Fait qu'on est super contents de les avoir. Là. C'est cool, je fais un lien, ça fait 1 an maintenant que je suis à Montréal, puis j'adore la ville. Au début, j'avais peur parce que j'étais un petit peu plus loin, puis là, j'ai aménagé ici dans une grande ville, puis... Mais ce que j'aime, c'est que ça bouge. Il y a tout le temps des activités le soir autant que le jour. Il y a des événements d'entrepreneurs, réseautage. J'ai tellement fait de belles rencontres. Puis juste le fait de... J'ai l'impression, là, mais juste le fait de vivre en ville, ça m'a amené d'autres opportunités d'affaires. Littéralement avec mon entreprise, de prendre un risque d'habiter ici, puis de m'entourer des bonnes personnes. Ça n'aurait pas été la même game si j'avais resté à Laval ou... Laval, c'est sûr qu'en étant un peu plus proche du noyau, là. Du noyau, je pense que ça peut... C'est super intéressant, pour ce qui est pour déterminer où est-ce que tu vas t'ouvrir ou où est-ce que tu vas ouvrir ton commerce. L'endroit, c'est tout, là. Oui. C'est super, super important. C'est comme, c'est ça. L'endroit va déterminer ton chiffre d'affaires, ton niveau de risque, l'achalandage que tu cherches. Nous, moi, j'ai été quartier latin à cause de l'achalandage étudiante et touristique l'été. Ce qu'on n'a pas nécessairement eu depuis les 2 dernières années là, avec la pandémie. Puis, ils ont fermé les frontières, ça a été beaucoup plus difficile de rentrer. Fait que nous, ça a été difficile là, les dernières 2 années, mais tu choisis ton emplacement pour ça. Là. Surtout dans le milieu du service. Oui. Si c'est un service que tu offres et qui est de la restauration, mais tu veux du monde qui passe. Là. Que ce soit des voitures ou des piétons. Là. Fait que c'est tout le foot traffic qui est super important. Moi, écoute, quand j'ai choisi cet endroit-là, il y avait un Starbucks juste à côté, puis je suis resté là des heures et des heures et des journées de temps à juste compter le monde qui passe à pied en avant. T'es pas fait. Wow! Pour me faire mon espèce de petite due diligence. Puis justement, écoute, j'ai rencontré la personne avec qui le représentant de Copper Branch, puis j'ai dit, écoute, moi, entre telle heure et telle heure, rush hour, j'ai compté tant de personnes du côté de trottoir, l'autre côté, puis on avait un aperçu un peu de comment ça pourrait être, puis moi je me rappelle, j'avais fait ça juste avant une tempête de neige, là, puis il y avait quand même eu beaucoup de monde. Fait que c'était intéressant quand même. Wow, il y avait tu disais combien de personnes environ? Écoute, moi j'avais compté entre, je pense que c'était 11h30 puis 1h, il y avait au-dessus de... Je pense que c'était au-dessus de 500 ou 600 personnes qui avaient juste marché dans ce petit coin-là. Là. C'est un petit rond-coin. Incroyable. C'est un petit rond-point. Là. C'est sûr que nous, on est entouré de tout ce qui est faculté éducationnelle. Il y a 2 universités. Il y a l'UQAM et le Vieux-Montréal. C'est comme littéralement à proximité. Les oui, c'est à 5 minutes à pied. Tu as la gare centrale de bus. Tu as la grande bibliothèque de Montréal qui est le métro superbe. Tu as le métro Berry-UQAM toutes les lignes vont là. Exact. Fait que c'est vraiment... Tu as le théâtre Saint-Denis, tu as un Cinéplex Odéon. Fait que tu as vraiment plein de choses pour amener une certaine clientèle ou du foot traffic. Puis veux pas, moi quand je me suis installé là, il y avait d'autres restaurants véganes autour. Oui. Il y avait le resto Vego qui est l'ancien, qui est le nouveau commensal. Puis tu avais la Panthère Verte. Est-ce que tu dirais que cette compétition-là t'a aidé ou t'a enfreiné? Genre? C'est sûr que ça m'a aidé. C'est pourquoi? Parce que les gens, il y a 7 jours par semaine. Les Québécois, selon moi, oui, il y a beaucoup de personnes qui cuisinent, mais les gens aiment le restaurant. On aime le restaurant, on aime aller manger une bonne bouffe. Veux pas, ça comporte, il faut que tu ailles faire l'épicerie, il faut que tu fasses le nettoyage après, il faut que tu cuisines ta bouffe. Il y a plein de choses à faire, fait qu'on on aime aller là. Fait que veux pas d'avoir ces 2 restaurants-là qui étaient à proximité, amener la clientèle du 7% que je te disais là, de vegan, végé qui écoute, hey, Copper Branch, c'est quoi ça? C'est vegan. Fait que, pourquoi on va rentrer, on va essayer. Puis en ayant ces 2 endroits-là, ça m'a apporté une certaine clientèle qu'eux avaient, puis que maintenant on peut partager. À la place que la personne va 4 fois à tel restaurant, mais elle va peut-être faire 2. Elle va l'essayer. Puis ça l'amène une certaine clientèle qu'on a besoin, puis justement qui est fidèle. Exact. Puis après ça, tu as toute la curiosité, puis la promo que Copper Branch a faite, que j'ai faite aussi. La promo locale, mais justement pour essayer d'attirer un peu plus les gens. Fait que moi, je suis sûr que ça l'a aidé. Je pense dans n'importe quoi, une saine compétition,
va toujours aider au bien-être de tous. Là. C'est un petit peu pour ça. Tu sais, le Québec, je pense que c'est ça aussi. Là. Ben oui. C'est justement, si tu regardes des compétiteurs, mettons, en fast-food, là, disons que tu as un McDonald's sur le coin, un autre a un Raze, un AEW, mais pourquoi ils sont tous à côté? Ou les mêmes choses, station-service. Pourquoi ils sont tous proches? T'sais, pourquoi tu ne les mets pas un peu dispersés? Mais finalement, c'est parce que le monde, ça leur donne du choix, puis j'imagine qu'ils vont vouloir essayer d'autres places, puis si la moitié des gens vont aller chez McDo, l'autre moitié va aller chez Raze. J'imagine que tu as déjà une formation là-dessus, là, pourquoi ce réseau-là fonctionne. Oui, en fait, écoute, je pense que c'est... Une fois que la localisation c'est une localisation prime qu'on appelle, là, qui est vraiment intéressante pour plusieurs personnes, c'est pas pour rien que les autres veulent venir se coller, puis on veut venir se coller au meilleur. C'est ça, on veut pas, exemple, écoute, moi je veux m'installer un restaurant, mais j'irai pas dans le coin où il y a personne, puis que je suis pas à côté du meilleur. Je vais essayer d'aller, pas nécessairement chercher de la clientèle, mais de créer une espèce d'engouement. C'est ça. Puisque nous, ça nous a aidé en ayant comme 3 grandes bannières, 3 restaurants bien super intéressants, connus. Le monde va associer. Les gens associent. Quartier latin, il y a beaucoup de restaurants véganes, on peut aller essayer ça. Après ça, tu as des bars, on peut sortir, il y a le théâtre. Fait que ça crée un engouement, puis justement, je pense que ça l'aide tout le monde. À monter puis à croître là-dedans. Wow. Puis je pense que c'est un peu pour ça, en marketing, on l'a vu à l'université, que s'il y a juste une personne qui fait tel produit, il va avoir la pleine latitude pour choisir le prix, puis son œuvre va être... on va être obligé d'adhérer à ça, tandis que quand on a plusieurs, mais là, ça crée un peu plus de compétition. Justement, les gens vont essayer de se pousser un peu plus vers le haut. Là. Non, c'est clair. Question pour toi, quand tu parlais un petit peu du démarrage, puis disons Day One, là, les papiers sont signés, le contrat et tout ça, tu fais l'acquisition de la franchise, donc qu'est-ce que tu fais la première journée? Est-ce que tu engages tes employés, tu commences à faire l'aménagement? En fait, Day One, toute la construction est terminée, puis je rentre, c'est opérationnel? Disons que tout est opérationnel, puis là, c'est le jour d'ouverture. Bon. OK. Mais en fait, avant le jour de l'ouverture, faut faire faut tout faire les entrevues, faut trouver notre staff, faut faire nos commandes pour remplir nos frigos, nos provisions. Faut faire une formation avec notre staff parce que veut pas, on est tous nouveaux. T'as genre 2 personnes, t'as un chef. Ah oui, ça doit être spécial ça quand même. Ben oui, t'as un chef, puis t'as un helper pour une espèce de... Écoute, peut-être 20 employés qui sont tous nouveaux, qu'on apprend comment on fait tel bol, comment on fait tel burger. Fait que c'est un peu... c'est un peu stressant. J'imagine. Puis c'est un petit peu partout ici et là. Mais on fait un genre de soft lunch au début. Fait qu'on fait un petit... un petit soft lunch qui est juste parents, famille, amis. Puis que tout le monde est là. Puis que moi, j'offre aux gens, écoute, on veut tester comment on fait telle recette, on veut pratiquer. Fait que venez goûter, puis prenez ce que vous voulez. Laissez ce que vous voulez, si vous voulez laisser un petit peu de pourboire. Puis bref... c'est une bonne idée, ça. Ça, tu fais tester tes produits, tu pratiques, puis veux pas, c'est un quick service, fait que ça se sert quand même assez rapidement. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, on s'assure que tout le monde a bien compris toutes les recettes, puis un peu le processus opérationnel qu'on veut essayer d'établir. Puis après ça, écoute, on opère business as usual. Là. Exact. Puis eux, je parle du franchiseur, sont là pour nous supporter pendant à peu près une semaine. C'est comme une formation continue, si tu veux. Puis ils nous donnent un peu leur essai-erreur. J'essaie d'avoir une bonne complicité avec les autres franchisés qui sont autour de moi, puis on essaie de s'aider comme ça. Là. Puis après ça, une fois que cette semaine-là est faite, même si c'est une franchise, c'est ta business à toi. Exact. Eux, ils vont pas venir l'opérer pour toi. Là. Souvent, les gens ils pensent qu'une franchise, écoute, c'est un clé en main, puis il n'y a rien d'autre à faire, puis ça roule tout seul, puis toi, tu peux dormir chez vous. Là. C'est vraiment pas ça. Là. C'est vraiment opérer ton... C'est comme ouvrir ton propre business, ton propre commerce, littéralement. Ton propre resto. Là. Exact. Puis je travaille aussi fort qu'un autre. Oui. Puis, écoute, on a des redevances à payer à cause qu'on n'a pas eu à développer un menu, développer un concept.
Mais quand même, ça, je suis super content de le payer parce que je veux pas, comme je te disais, j'avais pas beaucoup d'expérience avant. Puis même je suis rentré dans la restauration parce que c'était quelque chose que j'aimais. Puis en tant qu'ancien athlète, j'ai tout le temps prôné là-dessus à cause que c'est notre carburant, là, la nourriture. C'est ce que tu mets dans ton corps. C'est ce que je mets dans mon corps qui va me permettre de performer. Exact. J'avais aucun background culinaire. Je suis pas du tout un chef cuisinier, mais je suis aventurier, je suis curieux, j'aime la business, j'aime l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant. Puis moi, quand j'ai commencé, on en parlait un petit peu plus tôt, là, mais selon moi, les générations ont un petit peu évolué là, durant les 10 dernières années. Avant, les gens ils voulaient plus leur petit job vraiment sécuritaire, leur petit 9 à 5. On regarde nos parents. Puis, c'est ça, souvent les baby boomers, en général, je pense qu'ils travaillaient beaucoup plus dans une grande entreprise. Puis là, maintenant, on commence à avoir un changement avec la nouvelle génération où ce que les gens veulent être un peu plus free, un peu plus wild, surtout avec la pandémie qui nous a carrément restreint, puis on était comme dans une cage. Exact. Je pense qu'on veut s'épanouir, on veut avoir. On veut casser les menottes, puis on devient beaucoup plus de gens. On veut décider un peu ce qu'on fait, on veut travailler pour nous-mêmes. Puis, exact. C'est drôle que tu me parlais de ton réseau, que tu t'entoures de plein de personnes comme ça. Ben même moi, on aurait dit, de plus en plus, j'entends des gens qui travaillent pour telle compagnie, mais qui ont tout le temps comme en arrière de la tête, hey, j'aimerais peut-être me partir en affaires, j'aimerais peut-être ça, puis souvent, on va manger ensemble, on prend un petit café, on échange comme ça, puis ça... c'est des super belles conversations, puis c'est bon pour moi, c'est bon pour eux, puis je pense que dans n'importe quel business, là, le réseautage, là, ton network, c'est super important. Là, tu peux... Dans n'importe quoi, même si tu n'as pas d'intérêt de partir de ton entreprise, juste avoir un bon réseau de contacts, de gens, d'experts dans différents domaines, tu sais. J'ai plein d'amis qui me disent, ouais, mais tu sais, mettons, je sors de l'école, je sais pas quoi faire, je suis perdu. Mais tu sais, la clé, là, comment tu fais pour savoir que tu aimes quelque chose? Partant artistique, c'est plein d'affaires, tu te dis, bon, moi j'aime ça faire ça, je vais me concentrer là-dessus, mais il faut que tu l'essayes avant. Puis après, tu vas savoir, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça? Le monde, on dirait qu'ils ont peur, c'est la peur de prendre des risques. J'essaie de leur faire comprendre que c'est pire si tu fais rien. Tu sais? Puis pour revenir aux générations, c'est ça, j'ai l'impression, disons les baby boomers, moi c'est plus mes grands-parents finalement. Mon grand-père il travaillait au gouvernement, ma grand-mère ne travaillait pas. Ensuite ça a été ma mère que elle voulait pas vivre cette vie-là, puis elle était partie à son compte, puis elle était actuellement elle est courtière immobilière. Mon père la même chose, puis il a son entreprise d'inspection de bâtiment, puis il a été aussi courtier. Puis il a fait des agences de pub et tout ça. Puis là, il y a moi qui a été plus inspiré par mes parents aussi, motivé, que moi je voulais plus. Même si, tu sais, mes parents ils me disent, casse-toi pas la tête, va chercher une job après tes études à l'UQAM, puis tu vas avoir une bonne job à 100 000, mais ça m'intéresse pas. Même si j'ai un bon salaire, moi je veux croître mon entreprise. Tu sais. C'est ça que je veux, c'est être valorisé comme ça, d'avoir ma propre entreprise. Puis en parlant avec des gens de mon âge, puis de plus en plus ils me disent, ouais, moi je veux partir de ma business à un moment donné. Puis ça m'intéresse pas d'avoir un 9 à 5 et tout ça. Fait que non, c'est super inspirant de voir que le monde veut se diriger vers l'entrepreneuriat. Non, c'est ça. Puis, tu sais, juste pour revenir un peu sur la part du risque. Oui. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé un peu dans le resto, parce que je veux pas, là, les derniers 2 ans, moi j'ai couru les subventions, j'ai essayé de réduire mon coût d'opération, mon fixe cost le plus bas possible. Puis tu sais, j'ai pas fait d'argent depuis les 2 dernières années, mais au moins on est resté opérationnel. Puis justement, dans la tête des gens, mais ils savent qu'écoute, Copper Ranch là-bas est ouvert. Puis si j'ai goût d'un bol ou peu importe, je vais y aller. Là. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de trouver mon worst case scenario. Qu'est-ce qui arrive? Ok, je comprends. Le pire qui peut arriver, qu'est-ce qui peut arriver? C'était quoi ton worst case scenario, toi? Ben moi, c'est que ça ferme, tu sais, que ce qu'on... que je puisse plus ouvrir, puis que justement je fasse faillite. Mais une fois que moi j'ai su c'était quoi mon pire scénario, mais écoute, j'ai pu me protéger en fonction de, tu sais, veux pas, mes 2 compagnies sont incorporées. Moi je me suis protégé aussi en tant que particulier. Puis bref, il y a différentes façons justement pour se protéger, mais justement quand moi j'ai su c'était quoi ça, la pression a beaucoup baissé. Les banques vont
mettons, tu fais une faillite, les banques vont venir, oui, te chercher un certain montant, mais leur but, c'est pas de te mettre dans la rue non plus. Là. Mais non, ils veulent faire de l'argent aussi avec toi. Ben, c'est ça. Puis en même temps, ils veulent... justement, le PPE qu'on parlait au tout début, qui est garanti par le gouvernement, ben eux, ils vont aller essayer de chercher un certain montant chez nous si je fais faillite pour repayer ma dette. Ouais. Puis après ça, le gouvernement, lui, va venir le rembourser. Là. Fait que, moi, quand j'avais ça, quand je savais ça, c'est beaucoup moins stressant. J'étais capable de dormir sur mes 2 oreilles la nuit. Là, exact. C'est quoi worst case scenario, exactement. Puis surtout quand t'es plus jeune puis que t'as pas beaucoup de dettes ou de factures à payer. T'as pas autant d'actifs puis des dettes. Là, fait que justement, c'est le meilleur moment dans ta vingtaine de prendre des risques. Fait que t'arrêtes d'avoir peur. Là. À un moment donné, c'est ça, c'est l'inaction, je pense, qui tue le succès. Mais... Non, c'est ça. C'est surtout, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'intérêt en finance, puis tu sais, tout ce qui est marché boursier, c'est un peu ça. Ah oui, l'investissement? J'en apprends beaucoup. Cool. Ma copine, elle est en sécurité financière, là, plus collectif, puis j'ai un certain cercle d'amis où on se challenge, puis on a une espèce de groupe Discord où on échange justement des fois des trucs sur des actions, puis tu as la crypto aussi qui est super intéressante. T'es plus dans la crypto ou dans non, moi je suis plus marché boursier. Okay. Puis en ce moment, j'ai plus des fonds parce que j'ai un peu moins de temps pour m'en occuper. Ma banque me permet ça, mais je garde tout le temps un œil ouvert. Puis justement, avec mon cours au cégep en politique, puis un peu mon background en administration plus à l'UQAM, j'ai tout le temps eu une espèce d'intérêt là, dans les finances. Puis souvent la politique est reliée à qu'est-ce qui peut se passer sur le marché boursier. Fait que c'est de quoi qui me fait un peu changer les idées. Puis tu veux pas, quand on est tout le temps dans nos business, ça fait que des fois on est un peu overwhelmed, puis on a besoin d'évacuer un peu. Tout à fait. Ben justement, moi lire là-dessus, ou aller m'entraîner, ou enseigner le patin, justement, ça me ramène un peu aux sources. Ça me fait un petit break, puis après ça je reviens, puis je suis encore plus en forme pour travailler là-dedans. Fait que c'est super important d'avoir des moments pour soi malgré c'est ça. Que tu travailles pour toi. T'sais. Non, exact. À un moment donné, tu travailles plusieurs heures, mais il faut que tu te déconnectes un peu. Puis moi, l'entraînement, ça a été très difficile pendant la pandémie parce que, évidemment, les gyms, je suis au Econo-Fitness, je m'entraîne 3 fois par semaine, puis c'est essentiel pour moi. Je m'étais acheté de l'équipement à la maison, mais aucunement motivant. C'est pas la même type d'équipement. Il faudrait que tu aies vraiment un setup assez poussé, ce que je pense optimal là, pour que ça soit intéressant. Puis c'est ce qui me motive à aller m'entraîner, c'est les gens aussi alentour, littéralement de suer à côté de d'autres personnes, puis d'être productif d'une certaine façon, là, ça fait du bien au moral. Ça ramène un peu à pourquoi on est allé à côté de d'autres restaurants similaires. Ça nous encourage à aller vers là. Ça fait une saine compétition. Toi, tu quand c'est ça, bench, tu compares à l'autre. Tu compares à l'autre. Lève des 30, va lever des 35, tu sais. Mais tu sais, c'est niaiseux comme ça, tu sais. Mais... Puis ça l'aide tout le monde à apprendre plus ou à... Écoute, vraiment, là. On se tire pas vers le bas, là, tu sais, je pense que... Ben non. Tu vas au gym, déjà là, t'es rentré, tu t'es habillé, t'es prêt à t'entraîner, mais c'est déjà ça, là, après ça. C'est ça le plus difficile, en fait, là, pour les gens qui veulent commencer à s'entraîner. Je pense que c'est juste de faire le... Je sors de ma maison, je me lève, puis je me dirige au gym. Mais quand t'es rendu là, je suis rendu là, let's go, on va aller s'entraîner. Mais non, c'est ça. Tant qu'à faire. Tu resteras pas sur ton sel. Non, c'est ça, aux toilettes, ou whatever. Genre, let's go, on le fait. Puis moi, c'est ça. Fait que, psychologiquement puis physiquement, c'est une nécessité. Je pourrais pas enlever ça de ma routine. Puis je l'ai remarqué, je l'ai testé. À un moment donné, j'étais là, bon, je le fais pas. Mettons, j'ai skippé une semaine de pas d'entraînement. La semaine d'après, je me sentais comme une merde. Là. Puis autant physiquement que mentalement, parce que j'étais plus épuisé. Je me levais pas aux mêmes heures que d'habitude. Ça en chamboule tellement une routine. Donc, j'encourage tellement le monde, surtout que les gens qui se lancent en affaires. Là, c'est avoir son énergie, c'est. Ça l'évacue. T'as besoin de ça. Puis on aurait dit, j'ai tranquillement. Moi, pendant la pandémie, en fait, pendant la dernière année, j'ai commencé à jouer énormément au hockey. Nice. Dans des petites ligues de garage. Ah oui, ok. Puis, écoute, je trippe bien raide, là, c'est super le fun. D'un, c'est sur la glace, fait que je veux pas. J'avais déjà certaines aptitudes. Même très à l'aise au niveau du patin, je pense. C'est sûr que les mains, c'est un peu plus difficile. Là, mes coéquipiers peuvent en témoigner. Mais je trouve que c'est super. Ça relieve beaucoup. Puis tu penses à rien d'autre. Tu penses à ta game. Puis que ce soit ça, je fais beaucoup de vélo. Je joue un peu au golf. J'ai
suis quand même assez une personne active puis qui aime différents sports. Ça, je pense que ça part de tout jeune, quand j'ai essayé tous les sports du monde entier. Mais bref, je pense que ça l'aide beaucoup à nous reposer. Puis après ça, tes idées sont plus claires quand tu reviens à la job puis quand tu travailles un petit peu plus dans tes trucs. Là. Exact. Je voulais revenir au début, tu en as parlé un petit peu au niveau de tes parents. Est-ce que, dans le fond, tes parents, eux, ils travaillaient dans quoi? En fait, mon père il est infirmier, puis ma mère, elle travaillait au niveau des affaires. Elle travaillait un peu plus pour la compagnie Alcan. Alcan, qu'est-ce qu'ils font? Eux, déjà? C'était en fait Alcan qui est devenu Rio Tinto, mais c'est une compagnie en aluminium. Ah oui, ok, c'est ça. Okay. Elle travaillait pour eux. Okay. Puis après ça, écoute, grands-parents, il n'y avait pas il y avait pas beaucoup de personnes qui étaient entrepreneurs. C'est ça ma question, exactement. Ouais. Puis moi, je pense, écoute, l'entrepreneuriat, le goût d'ouvrir quelque chose, je pense, c'est venu un petit peu naturellement, veux pas. Je me rappelle en secondaire 5, moi puis mon ami, c'était dans le temps qu'il y avait beaucoup de iPod sur le marché. Il y avait des vieux iPod Touch. Là, les premiers, là, Les premiers. Puis t'avais des cases, t'avais des genres de screen protector miroirs. Fait que nous, on s'était commandé genre une grosse batch. Puis bref, on vendait ça. Justement, on s'était fait un petit site internet. Ça s'appelait All I Buy. En quelle année ça? Ça, c'était en 2008. Créer un site web, puis je veux dire, il n'y avait pas Wix ou Shopify dans ce temps-là. C'était de coder littéralement un site web. Puis les deux, écoute, on a vraiment trippé. Puis tu sais, je pense que c'est venu un peu comme ça. Avec cet ami-là aussi, on faisait beaucoup de parties. Tu sais, veux pas, on était secondaire 5. Ben, on s'était acheté une machine à fumer puis à laser. Puis on la louait de temps en temps, genre à nos autres amis. C'est dans mes hot, ok. Fait que, tu sais, je pense que c'est venu un petit peu comme ça naturellement au cours de ma vie. Après ça, comme je te disais, avec mon entraîneur Stéphane Ivars, on était très proches, puis tu sais, veux pas, j'étais super curieux, on passait des longues heures, des fois on allait en voyage comme à Toronto pour s'entraîner ou pour une compétition, puis on pouvait échanger là-dessus. Puis après ça, j'ai enseigné le patin comme travailleur autonome. Puis tu sais, travailleur autonome, c'est assez similaire à avoir une business, c'est pas la même chose. Moi, j'ai régler des problèmes avec des parents, régler des problèmes avec des jeunes, faire des factures, planifier les horaires, comptabilité et tout. C'est toutes des choses que j'ai faites à différentes manières au cours de ma vie qui m'ont amené, je pense, vers avoir 2 franchises puis ce que je fais en ce moment. Là. Est-ce que tu aimerais acquérir d'autres franchises puis continuer dans Cooper Branch? Je pense qu'en fait, je pense que j'aimerais me diversifier. Comme tu peux voir, là, j'ai un resto puis j'ai un gym. J'essaie différentes domaines. J'essaie différentes choses pour l'instant avant de vraiment me spécifier à un endroit. Là, j'ai un petit peu plus d'intérêt au niveau de l'immobilier. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est oui. Puis en ayant différents contacts, en fait, ce que j'ai réussi à avoir comme contact, là, que ce soit au niveau du restaurant ou du gym, j'ai plusieurs personnes à qui je peux me référer ou poser des questions justement concernant l'immobilier. C'est quelque chose qui m'intéresse. Encore une fois, il y a tout ce qui est financier, c'est intéressant. Puis une autre chose aussi que je regarde beaucoup, c'est le reprenariat. Le reprenariat, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Là. Justement, ça me fait penser, là, je ne veux pas te couper, là, mais ça me fait penser, j'ai eu un podcast avec Carlando Morette, puis justement, il me disait, le reprenariat, là, c'est quelque chose qu'on n'en parle presque pas au Québec, mais les boomers, Gen X et tout ça, ils veulent de plus en plus quitter leur entreprise puis redonner leur entreprise à des plus jeunes. Puis la relève est pas là, donc il faut, tu sais, dans le fond, la demande est là, l'offre est là, je veux dire. Donc, c'est intéressant, tu sais, de juste, t'es pas obligé de partir de ta propre entreprise, tu peux être un intrapreneur au sein de l'entreprise, tu peux reprendre, tu sais, il y a tellement de concepts intéressants que, fait que sinon, c'est clair. Je pense que, écoute, le reprenariat, c'est quelque chose, comme tu dis, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Puis toute l'expérience bagage qu'on a pu acquérir avant peut essayer, en reprenant une entreprise, ben, ça peut l'amener à d'autres sommets. Puis comme tu dis, les baby boomers, tranquillement, ils veulent vendre. Je pense qu'en fait, moi, pendant la pandémie, j'ai essayé d'acheter une épicerie avec un de mes partenaires.
Finalement, ça n'allait pas fonctionner parce que notre offre avait été acceptée, mais après analyse de certains traitements de caisse, tout ce qui est finance, ça n'avait pas nécessairement matché ce que nous, on avait réellement vu dans l'achat, dans le contrat de vente. C'est toi qui t'es retiré finalement? Oui. C'est nous qui s'est retiré. J'étais avec un partenaire, puis bref, ça n'avait pas fonctionné. Mais tout ça pour dire que je pense que les baby boomers veulent vendre leur compagnie ou veulent le léguer justement à leur famille. Puis souvent, les jeunes veulent peut-être pas trop s'embarquer là-dedans. Je parle des jeunes, mais leurs garçons ou leurs filles, des fois, ils ont vu tellement travailler fort leurs parents qu'ils veulent peut-être pas nécessairement ça. Non. C'est là où je pense que les gens qui ont le goût de reprendre, qui ont le goût de s'investir dans une entreprise comme ça ou de la faire amener, de la faire croître. Il n'est pas juste ça, on pense à l'entrepreneuriat, mais le fils ou la fille va pouvoir le reprendre, mais c'est pas nécessairement le cas. Dans ma famille, j'ai des cas de... Moi, je suis pas intéressé de reprendre la compagnie de mon père, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça, Mais il faut que tu trouves d'autres jeunes qui sont motivés, qui sont intéressants dans le domaine, puis... Non, c'est super intéressant pour eux, c'est vraiment cool. Donc, as-tu des industries, des domaines, des compagnies qui t'intéressent? À part les... Fait que ça serait encore dans l'alimentation? Oui puis non. Écoute, je pense que là, en ce moment, j'ai 2 entreprises en service. Puis j'aimerais peut-être regarder de quoi un peu plus B2B. Business to business. Des produits. Des produits ou justement travailler un peu plus avec les entreprises. Des fois, je trouve que c'est fun le service à la clientèle, mais je vais essayer d'autres choses justement pour ramener ça dans mon coffre à outils pour peut-être trouver vraiment ma niche. J'ai tout le temps été une personne qui a été très curieuse, puis des fois qu'il y a de la misère à centrer un peu ses idées. Là, fait que je suis comme, je pense à plein d'affaires. Là. Exact. Puis justement, des fois, juste aller au gym ou peu importe s'entraîner, ça nous fait... Moi, c'est là que j'ai mes meilleures idées. penser à d'autres choses. Là, fait que... C'est là que ça pop, c'est là que j'ai une petite humeur. Tac, ça, je pourrais dire ça dans mon podcast, ça, je pourrais dire ça dans ma conférence, telle idée d'entreprise, puis souvent, ça fonctionne bien. C'est comme, wow. Mais ça fait penser, ça fait changer les idées, c'est clair. J'avais une question au niveau, quand tu engages des employés, qu'est-ce que tu regardes chez la personne? C'est quoi tes critères, disons? Là? C'est sûr que là, avec le temps, ça a beaucoup changé parce que veux pas, avant la pandémie, mettons, je prends le resto, il y avait énormément de monde. Il y a énormément de CV, tout le monde se cherchait un emploi. Puis pendant la pandémie, écoute, on entend parler partout là, de la pénurie de main-d'œuvre. Fait que là, c'est un petit peu plus. C'est un peu différent comment j'engage les gens, mais en même temps, moi, comme j'ai resté ouvert toute la pandémie, j'ai eu un roulement, j'ai eu un très petit roulement. J'ai pu garder tout mon staff pendant la pandémie, ou presque. En ce moment, je suis quasiment overstaff. Oui, le monde y reste, ok. T'as une bonne rétention. Je pense qu'il aime travailler avec nous. Okay. Moi, mon objectif, je veux pas même... je faisais du patinage artistique, même si c'est un sport individuel, il y avait un effet de groupe. Puis un effet de famille, un effet convivial, mais c'est ça que je veux essayer de reproduire dans mes 2 entreprises. Je veux que les gens se sentent bien. Je veux être à l'écoute. Je pense pas que dans une cuisine maintenant on va avoir des chefs qui vont gueuler après le petit employé, justement, gros toi, puis il va me mettre de la pression. Je pense que la génération d'aujourd'hui est un petit peu différente. Puis il faut être un peu plus conciliant avec travail, famille, école. Fait que c'est ce que j'essaie, c'est mon approche un peu dans mes 2 entreprises. Puis je pense que ça... Écoute, j'ai la preuve que ma rétention est mince. Fait que c'est la manière de la gestion, finalement, la façon que tu gères tes employés, que t'as un moins gros roulement, finalement. C'est ça? Fait que t'as-tu vécu beaucoup d'employés qui ont quitté ou presque pas pendant la pandémie? J'en ai vécu un peu. C'est sûr que veux pas, il y en a naturellement parce que, par exemple, je te donne l'été, t'as des gens qui veulent travailler l'été, puis après ça, ils repartent à l'école. Je pense qu'au début... En 2019, quand j'ai perdu une couple d'employés, ça me faisait un petit peu plus mal que maintenant aujourd'hui. C'est sûr que ça me rend un peu inconfortable quand il y a quelqu'un qui s'en va et que j'ai super aimé travailler avec ou peu importe. Mais je pense que c'est vraiment de la manière dont tu traites tes employés. Je comprends. Moi, je les vois, oui, c'est des employés, mais je les vois plus comme des partenaires, j'ai des collègues. Des collaborateurs, je travaille avec égal. Je pourrais pas faire ce que je fais là, je pourrais pas venir ici si eux étaient pas là.
Wow, c'est magnifique. Je te pose cette question-là parce que mon ami est assistant gérant chez McDonald's. Ouais. Puis ils ont un gros problème de roulement. Ils perdent leurs employés. La semaine passée, il a perdu 4 employés. One shot, on s'en va. Oh, wow. Puis un, c'était comme un gérant de corps. C'est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est-tu moi le problème? C'est-tu la franchise? Est-ce que le monde sont démotivés? C'est quoi les stratégies qu'on peut implanter? Puis c'est difficile de leur... En fait, c'est sûr que moi... Chez Copper Branch, notre food cost est assez élevé. Puis notre labor cost est aussi assez élevé. Idéalement, dans un quick service, tu vas avoir à peu près 60% qui est alloué pour ta nourriture puis ton labor, les salaires. Fait que souvent, là, on essaie, là, toutes les franchisés, on a un groupe de franchisés, puis on essaie beaucoup de se tenir là-dedans. Ce qui est très difficile avec l'inflation, la hausse du salaire minimum, la hausse des aliments, fait que des fois, c'est sûr qu'on dépasse un peu. Mais moi, mon resto où est-ce que je travaille, on est tout le temps à peu près de 3-4. Fait que, tu sais, c'est pas aussi gros qu'un McDonald's. On n'a pas un chiffre d'affaires aussi élevé. Puis je suis souvent là, moi. Fait que ça fait que les employés, je pense, ont un petit peu moins de stress. Puis quand le franchisé est là. Tu sais, souvent, je l'ai remarqué, quand c'est un franchisé opérateur, il y a moins de roulement. Il y a moins de roulement dans l'entreprise parce que tu parles directement à ton employeur ou à la personne qui est en charge. Puis il veut pas... Dès qu'il y a un problème, c'est réglé. Puis je pense que ça se reflète aussi beaucoup chez les clients. Quand tu vois que tes employés sont contents puis que tu te fais répondre correctement, mais le client est content aussi en bout de ligne. Là. Fait que je pense que c'est un mélange un petit peu de tout. Mais ce que je dirais à ton ami, c'est sûr que lui est assistant gérant, fait qu'il les voit souvent. C'est de créer peut-être une espèce du bonding ou justement d'essayer de créer un effet de famille. Une fois que les employés sont contents de venir travailler, puis c'est ça mon objectif, c'est qu'ils soient contents. Je veux pas que ce soit un fardeau pour eux. Là. C'est là qu'il va peut-être plus garder ses employés. Exact. Là. Penses-tu que c'est vraiment juste une question de salaire, qu'il faudrait juste l'augmenter pour les motiver? Ou? Écoute, c'est sûr que le salaire, c'est un incitatif intéressant, mais je pense qu'il y a aussi maintenant l'environnement, la flexibilité des horaires. Moi, des fois, je leur dis à tous mes employés, là, je suis reachable en tout temps. Nice. Vous avez quelque chose, vous avez quoi que ce soit, là, ma disponibilité, là, vous me textez. Soit par Messenger ou par texte, sont capables de me rejoindre. Fait que, je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui va faire que l'employé va être content de rester là. Puis écoute, c'est pas mal ça, c'est un mélange de tout, d'être à l'écoute avec eux. Des fois, ils ont des examens, des fois, ils sont un peu malades. Tu veux pas leur tomber dessus, tu veux pas leur crier dessus. Fait que tu fais comme, écoute, il n'y a pas de problème pour là, tu essaies de comprendre. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des moments où il y a un peu plus de rush, puis que ça travaille, tu veux pas, on est peut-être 2-3 des fois sur le plancher, puis qu'il y a un gros rush tout d'un coup, il y a un groupe de genre 20 qui arrive, ben là, il faut que ça roule. Let's go, c'est ça. Mais après ça, une fois que ça s'est recalmé, mais c'est comme, hey, good job, on a réussi à passer à travers, c'est intéressant. Écoute, si ça te tente, on pourrait peut-être... je peux leur donner, des fois je leur donne un petit smoothies ou des fois je vais leur acheter ou je leur donne, on se paye un petit quelque chose puis on mange après l'heure du rush. Fait que c'est de créer une ambiance qui est le fun. Exact. Souvent, ça a souvent été ce que j'ai beaucoup recherché quand je m'entraînais au patinage artistique, un sport individuel de compétition de haut niveau. On s'entraîne très très fort, des centaines d'heures, mais faut quand même qu'il y ait du fun là-dedans. Faut que tu aimes t'entraîner, faut que tu aimes être avec les autres, faut que tu aimes ton entraîneur, faut que tu aimes ton entourage. Fait qu'une fois que tu as ça, c'est plus rendu une job, c'est plus rendu t'es plus dans la routine, tu carbures à ça. Là. Je discutais justement, on a eu une discussion à l'école hier matin, puis on parlait des employés, puis il y avait quelqu'un qui disait moi quand je rentre au travail, moi c'est in and out, j'ai pas de relation avec mes collègues, puis je veux pas avoir d'amitié, de relation d'amitié, moi c'est juste on travaille, puis je m'en vais voir mes amis à l'extérieur de la job. Moi je sais pas, moi j'ai plus l'impression que c'est préférable d'avoir des collègues de travail qui sont en majeure partie amicales, tu vas peut-être 2-3 amis que tu s'entends bien, que tu vas aller prendre un verre après, que tu travailles bien, mais tu sais, de dire juste business, à un moment donné, ça devient trop
trop straight. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Hein? Tu parles de la convivialité un peu. Ben oui, c'est sûr. Puis je pense, je ne sais pas dans quel domaine. Je ne sais plus dans quel domaine. Peut-être dans. Pas chez Canadian Tire, un magasin. Grande surface. Grande surface, là. Plus une quincaillerie, genre? Ouais. Ben écoute, je pense que. Quincaillerie dans ce genre-là, ouais. C'est sûr que dans ce domaine-là, tu as tellement une grande surface. C'est ça. Que peut-être tu es un peu plus seul. Il y a moins de travail d'équipe. En même temps, je le sais pas, comme j'ai jamais travaillé là-dedans. Non plus, j'ai pas. Non. Mais je pense que le fait que ça soit très spacieux, souvent, moi, quand je vais au Canadian Tire, c'est souvent une personne dans l'allée pour genre 800 sections. C'est super compliqué de trouver quelqu'un. Ouais, tu cherches, ils ont où, là? Il est où l'employé? Mais ça a peut-être rapport avec ça. Il y a moins de travail d'équipe, tandis que dans un restaurant, parce que c'est ça que je connais, t'as une équipe de soir, t'as une équipe de jour. Après ça, tu travailles en équipe, c'est un travail à la chaîne, t'as quelqu'un qui est à la caisse, quelqu'un qui fait des bols, des burgers. Fait que, y a tout le temps, t'es tout le temps en contact avec tes collègues. Parce que peut-être dans un domaine comme ça, où c'est des super grandes surfaces, c'est individuel. Puis je peux comprendre, mais en même temps, peut-être que l'entreprise crée pas des moments non plus pour bander. Moi, je veux, justement, vendredi, j'ai notre souper de Noël pour le gym. À cause qu'on a tellement reporté... Ok, souper de Noël, il s'en vient. On a tellement reporté à cause de X raisons. On pouvait pas rien faire pendant le mois de décembre. Après ça, on a tous des horaires compliqués. Mais là, écoute, on s'en va souper là, pour Noël. Let's go. Ce vendredi. Puis pour les restos aussi, des fois, je fais j'invite les gens à se joindre à nous pour une petite activité, exemple, aller patiner ou aller faire un peu de vélo ou aller manger au restaurant. Fait que, ça crée un petit esprit de famille. Là. Tu vois que le monde aussi apprécie ces activités-là? Ben oui. En règle générale. Je pense que même... écoute, j'ai un de mes amis qui travaille dans une boîte marketing. Ben, souvent, il y a des 5 à 7. Ben, il va. Même si tout le monde sont en télétravail, c'est un moment où tu peux échanger puis parler un peu avec tes collègues de travail. Puis je pense que c'est ça qu'on veut créer. Et de toute façon, le travail, ça, une semaine régulière, c'est 40 heures dans ta semaine. Fait que t'es quand même souvent là. Fait que tant qu'à faire ces heures-là, mais essaie d'avoir une belle relation avec les autres. C'est ça, moi j'ai pas d'employé, mais là je me cherche actuellement un helper ou une helper au niveau du montage, la création de contenu et tout ça pour l'entreprise. Fait que c'est d'essayer de trouver un peu la perle rare, puis d'essayer d'attirer ces gens-là, surtout en pénurie de main-d'œuvre. Faudrait que je trouve les stratégies et tout ça. Fait que non, ça me donne des idées. Là. Ben c'est ça, surtout en pénurie de main-d'œuvre, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais avec la pandémie, différentes subventions à différents paliers, que ce soit au fédéral ou au provincial, ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu, en 2021, là, il y a eu moins de fermetures de restaurants que les autres années précédentes à cause des subventions. À cause que tout le monde... Ça gardait les entreprises sur... Ça gardait les entreprises sur le respirateur artificiel. Ouais. Puis là, dès le 1er mai, il n'y aura plus de subventions fédérales et provinciales, du moins ce que moi je sais, au niveau de la restauration et du gym, parce qu'en fait, les deux sont reliés, c'est loisirs, tourisme et... c'est dans la même catégorie. C'est dans la même catégorie, qui a été dans les milieux les plus touchés par la pandémie. Fait que, bref, il y a de moins en moins de subventions par rapport à la COVID, mais il y en a d'autres qui vont se créer pour essayer d'aller chercher un petit peu de main-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a une qui est faite par Emploi Québec, là, c'est Emploi Québec directement qui la donne. C'est sur des études. En fait, c'est sur des travailleurs ou des personnes qui viennent de terminer leurs études, qu'ils t'aident à justement payer leur salaire jusqu'à la concurrence de 13,50, je pense. Fait que toi, tu peux leur donner, mettons, tu leur donnes un 14, mettons tu leur donnes un 26 ou un 27, eux ils vont payer la moitié. Fait qu'ils vont payer jusqu'à 13,50 de subvention pour leur salaire. Là. Puis après, génial, ils vont même t'aider justement à les chapeautrer puis avoir une certaine formation. Tu peux avoir des subventions pour tes employés, finalement. Fait que si je peux aller chercher un employé, je peux aller me chercher des bourses ou des trucs comme ça. Puis en fait, toi, comme tu es dans Rosemont, moi, je travaille souvent avec la CODEM, qui est un espèce de regroupement de personnes, je pense, qui nous aident à aller chercher justement des employés. Moi, exemple, pour le restaurant, je travaille avec eux. Ils vont
Ils font une pré-entrevue avec des jeunes de 16 à 18 ans. Okay. C'est leur premier emploi, puis ils viennent faire un petit stage chez nous. C'est cool. Puis leur salaire est payé à 50%. Puis moi, j'ai le luxe Génial, ça. de choisir un petit peu qui est-ce que j'aimerais avoir dans mon équipe, qui peut matcher un peu mieux mes services. Tu sais, il y a plein de petites choses comme ça qui n'est pas vraiment mis de l'avant par le gouvernement, mais qu'il faut que tu ailles comme... Faut que tu fasses tes recherches. Faut que tu fasses tes recherches, faut que tu ailles fouiller un peu sur le site du gouvernement, puis écoute, des fois tu trouves des petits diamants comme ça, c'est super intéressant. Même moi, j'étais même pas au courant. T'sais. Mais honnêtement, moi non plus, je l'étais pas au courant il y a comme avant que je commence. Mon mentor / franchiseur là, chez les gyms non plus ne savait pas. Puis dès qu'on l'a découvert, on essaie justement d'en bénéficier, de travailler avec les personnes là, auxquelles qui donnent. Il y a différents sites aussi internet qui peuvent te donner là, pour la restauration. Moi, je suis beaucoup l'association de restauration du Québec, là, qu'eux, ils nous donnent beaucoup de contenu. Tu sais, PME Montréal, puis justement, juste d'essayer d'être un peu à l'affût là, de qu'est-ce qui se passe là, au niveau des subventions. Ça, c'est parfait. C'est cool. Ben, en fait, on a appliqué pour les cercles d'or. On a appliqué à une bourse qu'on a gagnée justement, là, un bon petit montant. Ouais, c'est cool. Une bourse canadienne pour les entrepreneurs. Puis là, il y en a une autre aussi, c'est aux entreprendre au Québec. Aux entreprendre, ouais. Puis on a appliqué, puis on va voir les résultats. En fait, il y a le gala ce jeudi. On va voir si on a gagné. Fait que non, je pense que tu peux aller jusqu'à des montants de 3500$. Fait que tu sais, on peut aller chercher, on peut mettre dans des publicités, partager aller se faire des petits salaires, on peut aller chercher de l'équipement pour un podcast, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est vrai, il faut juste fouiller quand même. Je pense que, écoute, je me rappelle plus c'est dans quelle exposition, mais tu connais Nicolas Duvernois? Ben oui. Lui, je sais qu'il chapeautre un programme, je sais pas si c'est d'exposition qu'on va aller justement. Pour entrepreneurs, je pense qu'il va être. Mais moi, la dernière fois que j'étais allé, il chapeauterait comme un programme justement où il prenait un peu en charge différentes entreprises puis entrepreneurs. Puis qu'il y avait justement... Tout le monde avait un petit moment avec lui pour discuter. Puis c'était super intéressant. Donner des conseils? Oui, donner des conseils et tout. Puis il y avait des expositions aussi où il parlait et qu'on pouvait poser des questions. Puis c'était super... Super intéressant. Je sais pas si tu écoutes aussi L'œil du dragon. Là. Des fois, je trouve que c'est super intéressant. Puis lui, écoute, il est arrivé, il a commencé là, à Sainte-Justine, je pense, comme concierge. Puis là, il est posté ça, je pense, sur LinkedIn. Là, hier, là, il disait qu'il est parti avec. Il était concierge avec. Il a pris une photo de la mop. Puis j'étais comme, waouh, ça je savais pas. J'étais pas au courant qu'il avait commencé en tant que concierge, puis il est rendu avec 3 ou 4 entreprises. C'est incroyable. Ouais, non, ben c'est ça. En fait, je pense qu'il a aussi sorti un livre. Là, ah oui? C'est la biographie, quoi? Un genre de biographie qui est super intéressant. Ça, là, j'aimerais vraiment l'interviewer à un moment donné quand genre plus d'auditeurs. Ouais, ben peut-être qu'à l'expo entrepreneur. C'est vrai. Des fois, si jamais ça prend juste ça. Tu le rencontres ou peu importe. En tout cas, il a l'air d'une super bonne personne. Je l'ai jamais rencontré, là, mais il a l'air super intéressant. Là. J'ai rencontré une fois, juste avant la pandémie en 2019. C'était à Drummondville, c'est un événement pour les jeunes entrepreneurs. Puis il a fait une conférence. Puis je l'ai pogné pendant qu'il marchait. Hey, salut! Ah ouais, nice. Je l'ai serré, je me suis présenté et tout ça. Puis il est bien smart. Là. Il est aussi très grand. Ça, j'avais pas vraiment remarqué, mais non, c'était vraiment. C'est des entrepreneurs inspirants comme ça. Il faut les mettre de l'avant au Québec surtout. Là. On met de plus en plus, là, mais je trouve que c'est pas assez parlé. Non, c'est ça. Puis moi aussi, pendant la pandémie, j'ai fait un petit cours à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui. Je sais pas si c'est quelque chose que... Ben, un des fondateurs, Mathieu Morin-Lamy, là, que je te parlais, le Cercle d'Or, il l'a fait il y a quelques mois. OK. Il est allé là. Ben écoute, ça, je pense T'as aimé ça? J'ai vraiment aimé. Ouais. Puis d'échanger avec d'autres entrepreneurs aussi. Des personnes qui étaient un peu dans le même... contexte que moi, tu sais, en pleine pandémie, qu'est-ce qu'on fait? C'était un cours qui se donnait plus en virtuel. Je pense que j'ai aimé le mieux, c'est juste d'échanger avec les gens, de parler un peu avec des personnes qu'on a certaines valeurs, certaines affinités. Juste d'évacuer, c'est parfait. Dernière question pour toi, au niveau de la pandémie, je voulais te poser ça. Est-ce que tu avais mis des stratégies de vente en ligne, de boutique en ligne, de services que tu peux... en fait... de livraison, j'imagine? Ouais, pour le resto, en fait, nous, on l'avait déjà. Tu l'avais déjà? Bon, on est déjà en ligne, on était déjà sur Uber, DoorDash, puis Skip the Dishes. Bon, puis on avait tous des mets pour emporter. Ouais. Par contre,
ces tablettes-là, pour nous, on fait aucun argent là-dessus. Ah oui, en étant sur Uber Eats. En étant sur ces DoorDash. 3 tablettes-là, ils prennent tellement des frais de. Ah oui, ok. Des frais d'administration élevés. Là, ils prennent jusqu'à à peu près 30%. Oh mon Dieu. De nos ventes totales. C'est incroyable ça. Fait que tu arrives frais. quasiment flush à tes. Ben, en fait, non. Surtout pour nous, à cause que nos aliments sont un petit peu plus élevés. Ça nous coûte quasiment un peu d'argent. Tu fais pas d'argent. Ok, non, wow, je fais quasiment pas d'argent là-dessus. Là. C'est quoi l'avantage d'être là-dedans? C'est pour que le monde connaisse un peu plus le. C'est ça, c'est de la notoriété, puis c'est quasiment du marketing. Ça fait du roulement dans ta nourriture, ventes, dans ton staff, ça fait un peu de vente, mais tu sais, Uber, c'est le plus cher là-dedans. Le plus cher. Ça, c'est des choses qu'on parle pas beaucoup. J'ai fait une entrevue à un moment donné à TVA. À LCN, je pense que c'était avec... c'est cool. Je pense que c'est Denis Lévesque, mais je me souviens plus. Puis on parlait juste un peu de frais de livraison. De livraison, comment c'était dispendieux. Okay. C'est sûr que pendant la pandémie, le gouvernement a fait une loi spéciale pour que ces 3 plateformes-là se limitent à du 20% quand les salles à manger sont fermées. Mais en temps normal, là, ça varie entre 23 et 30%. Nous, c'est sûr qu'on a un taux un peu plus avantageux à cause qu'on est une franchise puis il y a plusieurs personnes là-dessus. Exact. Mais je pense au petit restaurant du coin là, qui est là-dessus. C'est super difficile. Tu as les frais d'administration dans le tapis. Puis, ça serait pas plus avantageux d'avoir votre propre service de livraison ou ça coûterait trop cher? De main-d'œuvre. Logistique aussi, c'est quand même complexe. C'est pas pour rien que pendant la pandémie, les rôtisseries de poulet puis les pizzas ont complètement explosé parce qu'eux avaient déjà depuis... Leur système avait déjà leur système de livraison, tandis qu'il y a d'autres restaurants que eux, nous, on se fiait juste à du Uber puis on n'avait pas nécessairement le luxe d'avoir ça. Mais tout ce qui est pizza, poulet, là, ça a super fonctionné là, pendant la pandémie. Exact. Non, c'est un avantage, mais il faut tailler les camions, les voitures nécessaires, les employés aussi. Non, c'est ça. Quand quand ton plan d'affaires est fait d'une façon, puis là que tu veux amener une espèce de nouvelle charge qui est énorme comme ça, acheter des voitures, payer des employés justement pour livrer, un autre système que, écoute, on n'a jamais fonctionné avec, c'était beaucoup trop gros par rapport à ce qu'on avait comme revenu. Mais c'est ça. Tout ce qui est tablette, là, c'est super dispendieux pour tous les restaurants. Je ne savais pas. Mais déjà, nous, en tant que consommateurs, il y a des frais aussi vraiment comme... Ça coûte cher, là, pas en bas de 30-40$ par... Mais non, c'est ça. En fait, la façon que ça fonctionne là, avec Uber, puis je vais être franc avec toi. Vas-y. La plupart des restaurateurs vont augmenter leur prix justement pour... un peu séparer un peu la grosse marge entre le consommateur et ce que le commerçant paye. Puis après ça, tu as un frais de livraison qui est fixe par Uber. Tu as le pourboire qui est fait. Puis le pourboire, ça, c'est même pas au restaurant, c'est au livreur. C'est au pourboire du livreur, exact. Fait que tout le monde essaie d'avoir un petit peu plus. Fait que ça fait que là, les factures sont tout le temps un petit peu plus grosses à la fin. Puis c'est le consommateur, malheureusement, qui écope. C'est ça. Mais en même temps, ils ont remarqué avec les algorithmes que le consommateur est capable d'avoir ce petit 2, 3, 4, 5$ de plus. Tu peux commander ton divan, tu écoutes la TV, tu écoutes Netflix, tu commandes ton repas. Là. C'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Puis je me dis, moi j'encourage le restaurant, mais là tu me dis que les marges sont minces. Maintenant, je crois qu'ils ont acheté un bouton comme faites un don au restaurant. Donc ça va directement. Ça va directement au restaurant. À vous, ok. Puis sinon, exemple comme nous, chez Copper Branch, on a notre propre /boutique en ligne que tu peux commander puis que ça va te faire livrer par DoorDash. Mais les frais sont beaucoup moindres à cause qu'on a un partenariat YouEat puis DoorDash. Puis YouEat, ça c'est... C'est pas Uber Eats, c'est un autre? Non, ça s'appelle YouEat. C'est une plateforme québécoise qui a été créée justement pour les restaurateurs puis qui est super intéressante là, pour beaucoup de restaurateurs à cause que justement les frais sont un peu moins. Puis ils ont fait un partenariat de livraison avec DoorDash. Nice. Seul enjeu, DoorDash, il y a beaucoup moins de livreurs que Uber Eats. Fait que des fois, ça peut être beaucoup plus long avant de recevoir ta commande. Mais
écoute, c'est des choses comme ça, des petites plateformes comme ça qui sont en train de se créer, je pense, qui vont être super intéressantes pour les restaurateurs. Là, j'ai vu récemment sur LinkedIn, Radish, c'en est un nouveau. OK, un nouveau qui est sorti. Ouais. Qui est sorti, que je veux justement m'informer un peu par rapport à ça. Je pense qu'il se déplace en vélo. Oui, c'est sûr. Sur l'île de Montréal, c'est plus. De plus en plus, des fois, je reçois ma commande, il était parti littéralement, soit il marchait, soit il était en vélo. Donc, ben non, c'est ça, c'est nice. Fun, ben ouais. Ça me dérange pas, c'est super cool, mais c'est good. Hey, ça fait 1h40 qu'on parle, mon cher. Mon Dieu, quand même ça a passé vite. ouais. Écoute, dernière question peut-être pour toi. Je pose souvent cette question-là à mes invités. As-tu des conseils pour des gens qui veulent se partir, disons, une franchise? Se partir une franchise? Se partir, être un franchisé. Oui, mais écoute, c'est une bonne question. Je pense il faut que ça soit quelque chose qui te passionne. OK. Moi, j'ai tout le temps été une personne comme ça, là, que ce soit pour le patin, la nourriture, l'entraînement, c'est tout le temps quelque chose que moi j'aime beaucoup puis que je veux avoir. Fait que je pense dès que tu trouves quelque chose qui te passionne puis que ça te dérange pas de mettre le temps qu'il faut puis écoute que ça va monter, il va y avoir des hauts et des bas. Faut juste que tu continues puis écoute, fonce. Je pense que comme je disais tout à l'heure, là, quand tu as ton worst case scenario, quand tu es capable de bien planifier tes choses, il va y avoir plus du positif que du négatif. Là. Exact. Ouais, c'est un bon conseil. Puis je pense que le monde ne sont pas conscients. Ils pensent que dans le fond, tu conscientes du coût initial d'acquérir une franchise. Donc, de bien gérer son argent, c'est une base financière. T'sais. Oui. Puis je pense que moi, si j'avais à aider quelqu'un qui veut justement s'ouvrir une franchise ou peu importe, s'ouvrir un resto, un bar, des fois j'en parle avec mes amis, on en parle peut-être, mais c'est vraiment comme sur le bord d'une table. Ça serait cool de partir une ou deux bières dans le corps, mais c'est d'avoir un fixe cost le plus bas possible. Ok, je comprends. Tout ce qui est fixe, puis tout ce qui est construction, tu veux essayer d'être le plus... pas le plus restreint, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu veux essayer d'avoir le plus bas coût. Des coûts fixes le plus bas. Là, le plus bas, justement, pour qu'exemple, si tu fais affaire avec une banque, ton prêt soit beaucoup moindre, ton bail soit moins. Fait que ça, c'est toutes des choses que on peut pas contrôler par après. C'est pour ça qu'on appelle fixe cost. Ça, si c'est bas, après ça, tu vas pouvoir contrôler un peu quel alcool que tu prends ou quelle nourriture que tu achètes. Puis justement, tu vas pouvoir évaluer tes différents coûts avec différents fournisseurs. Fait que vraiment là, de commencer bas, puis d'après ça de monter. C'est mieux de commencer un petit peu plus petit. Moi, chez nous, à mon resto, à refaire, je le referais, mais peut-être dans un local un petit peu plus petit. C'est énorme. Plus petit? Là. Ah oui? Ah, ok, littéralement. Moi, c'est énorme. C'est à peu près 4500 pieds carrés sur 2 étages. Là. Ok, wow. Qu'est-ce que tu fais sur l'autre étage? En fait, on a... Salle à manger? Salle à manger au premier. Okay. Puis au sous-sol, on a toutes les cuisines, les fours. En fait, pas les cuisines, mais la cuisine, les frigidaires, les congélateurs. Mais je prendrais un petit peu plus petit. Puis commencer plus petit, puis après ça grossir, c'est plus facile que de penser de rapetisser quand c'est déjà fait. C'est ça. D'y aller graduellement, je pense que c'est le mieux. Cool. Puis pense pas que tu vas faire le home run à la première business. Ça va peut-être en prendre quelques-unes. Puis littéralement. Écoute, c'est de même qu'on apprend, puis qu'on bûche, puis qu'on avance là, dans la vie, là, selon moi. Là. C'est des super de bons conseils. Puis comment qu'on peut te rejoindre si on a des questions, si on veut collaborer avec toi? Via soit la page spécifique Westmount sur Instagram, Facebook. Tu as la page aussi Copper Branch Quartier Latin, Instagram, Facebook. Nice. Puis ou sinon, si tu veux, tu pourrais mettre mon nom, là, Charles, je pense que c'est Charles 514. Là, c'est ça. Choc, là, je m'en rappelle plus, c'est Charles quoi sur Instagram. Choc, Ou même sur LinkedIn, je suis là, Charles Dion. Fait que moi, ça me ferait plaisir là, de répondre à des questions là, de entrepreneuriales ou de franchise. Puis même les cercles d'or, je trouvais ça intéressant. Si des fois vous cherchez des gens avec qui échanger, ça me fait excellent. C'est ça, on fait souvent des lives à chaque mardi, puis on cherche justement des personnes à discuter puis rentrer dans le live, puis pas juste que ça soit juste nous 4 qui discutent. Si jamais ça t'intéressera, on pourrait discuter de toi puis échanger ça me ferait plaisir. Je trouve que
ça fait du bien, je pense, à tout le monde, de parler avec des gens qui ont un peu les mêmes... ambitions, les mêmes ambitions, même rythme de vie, fait que non, c'est cool. C'est parfait. C'est ça, dans la description du podcast, ça va être écrit comment te contacter avec ton LinkedIn, Facebook, Instagram. Donc, t'as-tu TikTok? Non. En fait, j'ai TikTok, contenu, mais je fais pas de contenu. En fait, j'en fais un petit peu avec Copper Brand Saint-Denis, mais c'est plus funny, là. Fait que c'est drôle, mais tu sais, écoute, tu peux regarder si vous voulez. Là, si je peux te donner un conseil éventuellement, là, pogne-toi quelqu'un qui gère ça dans ton équipe ou quelqu'un, mais TikTok is insane. Non, je sais, j'aime beaucoup. Puis, écoute, les peu de vidéos qu'on a faites chez Copper Branch, on a monté un burger, monté un bol. C'est cool ça. Il y a une couple de vues, puis je trouve que c'est super intéressant à monter. Exact. Puis c'est juste que des fois, on a tellement de choses que, oui, comme tu dis, il faut se trouver quelqu'un qui est un peu plus... oui. Qui est plus à l'aise puis qui a plus de temps. Là. Tout à fait. Au gym, pour faire ça vite, là, mais j'ai quelqu'un qui s'occupe un peu plus du côté réseau médias sociaux. Puis chez Copper Branch, on est une petite gang, genre un petit comité qui fait comme on serait dû pour un petit vidéo, un petit post. Je sais que pendant, un peu avant la pandémie, je faisais affaire avec une agence de marketing. Et que là, à cause de la pandémie, les fonds étaient plus serrés. C'était plus serré. On voulait tout couper un peu ce qui était pas fixe, justement. Puis, oui, je comprends. Puis bref, j'ai pas repris encore avec eux, mais c'était super là, ce qu'ils faisaient. Là. Non, exact. C'est créer une identité visuelle sur les réseaux sociaux. Puis en même temps, pour moi, une franchise, t'as le franchiseur aussi qui en fait. Il fait un petit peu de promo. Fait que c'est vraiment un ensemble. La façon que c'est divisé, là, le marketing, c'est que nous, dans nos royautés, tu as un pourcentage de tes ventes, puis tu as un pourcentage d'un autre pourcentage des ventes qui va pour le marketing général. Puis après ça, toi, tu essaies de mettre peut-être 1 ou 2% en marketing un peu plus local pour ton emplacement local. Pour ton emplacement, ton marché cible. Cool. Il y a différents paliers, différentes choses. Super. Excellent. Merci encore d'être venu aujourd'hui. T'as-tu aimé notre discussion? Oui. Super le fun. Parfait. Ça s'est fait... écoute, avec un bon flow, là, j'espère que c'était pas trop mélangé ici et là. Non, du tout. Moi, je suis souvent comme ça, comme j'ai des sujets en tête, on me dit ok, telle affaire, je te pose des questions, on revient, on va dans le futur, dans le passé. C'est vraiment ça, là. Non, c'est ça, des fois, tu disais des choses, je suis comme, oui, faut que j'essaie de m'en rappeler, mais là, tu continues à dire d'autres choses, puis je suis comme, oh shit, non, ça c'est bon. Non, c'est ça qui arrive dans un podcast. Bon, c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast. Honnêtement, ça me rend incroyablement heureux de recevoir vos messages d'encouragement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Puis, si vous avez aimé l'enregistrement, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille ou à des personnes dans votre cercle d'entourage qui seraient intéressées par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires. Maintenant, à savoir que le podcast est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et prochainement sur les différentes plateformes Android de podcast. Donc, c'était Jason Business avec Anthony Vézina. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.